Si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez que ma vision des choses, c'est avant tout reportage et moment. Mon invité, c'est tout le contraire. Il réfléchit en amont, il est dans la précision extrême et ses déclenchements sont rares. Entre photos d'architecture et argentique, ligne droite et minimalisme, investissement personnel et horizon droit, nous allons surtout discuter d'un projet vraiment à part qui va cumuler un peu de toutes ces expériences. Photographié de Tchernobyl, normalement une première fois, puis sur de la pellicule irradiée lors de sa seconde visite. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Adrien Michel. Et Adrien est un danseur. Il y a deux types de personnes quand on est en enregistrement à distance. Il y a ceux qui sont impassibles pendant le générique. Et il y a ceux qui font un minimum de mouvement. Toi, t'as hoché la tête en rythme. J'ai hoché la tête, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Adrien, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Julien. C'est une invitation. C'est marrant parce qu'on s'est rencontrés. Tu vois, comme quoi il faut aller au salon, il faut rencontrer un petit peu les gens. On s'est rencontrés sur le stand de la FFPMI au salon de la photo. Encore une fois, la FFPMI qui m'ouvre plein d'opportunités. Adhérer. Je crois que ça t'a ouvert pas mal d'opportunités aussi, toi, cette année, la FFPMI. Cette année, la FFPMI m'a offert 3 médailles aux médailles de la photographie professionnelle française, 2 en paysage, or et bronze, et une en architecture, la médaille d'argent. Donc voilà, c'était assez incroyable, je dois avouer. Mais la FFPMI m'offre tellement de périodes d'opportunités autres, c'est-à-dire que, je veux dire, juste dans ma région, c'est de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés sinon, simplement qu'en faisant des cafés rencontres, etc. Et ça m'offre aussi la possibilité d'amener ma voix, parce qu'en fait, ce qui est chouette, alors certes, je suis au bureau en ce moment, mais je suis un simple adhérent, je suis pas président de région, quoi que ce soit. Mais en fait, notre voix est la voix qu'on pousse devant notre président de région, et ensuite il sait la faire remonter. Et je le remercie d'ailleurs, Étienne List, notre président de région, pour ça. Je le remercie beaucoup de prendre notre voix et de l'amener au national, et ça fait bouger les choses. Et particulièrement, et c'est très étonnant parce que moi, il y a un peu plus d'un an, voire même quasiment 2 ans, j'avais commencé à élever ma voix sur le fait que nous autres photographes non sociaux, on n'était pas très représentés par la FFPMI. Enfin, en tout cas, je me sentais pas très représenté. Et puis, il a vraiment fait remonter ça. Apparemment, il en a parlé quasiment à tous les réunions de présidents. Et aujourd'hui, t'as dans les MPPF, d'un coup, t'as une catégorie architecture qui n'existait pas du tout jusque-là, qui apparaît. Et qui en plus apparaît avec un vrai niveau, c'est-à-dire que ça apparaît pas juste avec des photos un peu moyennes où tu te dis il y a 3 photographes qui ont participé. Non, tu vois une catégorie où quand tu vois les finalistes, tu te dis waouh, il y a, enfin voilà quoi, tu te sens. Je me sentais pas, quand j'ai vu juste les finalistes et que je savais pas encore les médailles, je me sentais pas très serein. Ouais, non, mais par contre, je crois que le problème au fait par rapport aux photos d'architecture avec la FF, enfin le problème, il y a pas de problème, mais je crois qu'en fait comme il y a une forme d'auteur et de droit, parce que tes photos sont censées être utilisées dans des publications, il me semble que traditionnellement, les photographes d'architecture vont plutôt vers l'UPP, non ? Oui, mais parce que traditionnellement, les photographes d'architecture sont plutôt déclarés comme artistes photographes, et pas comme artisans. Il se trouve que moi, je suis un artisan. Enfin, je suis déclaré comme photographe artisan parce que je ne fais pas que de l'archi et que je fais aussi un peu de mariage. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, il se trouve que j'ai envie de faire d'autres choses dans la photographie que juste de l'archi. Et donc, oui, je pouvais pas avoir ce statut de photographe auteur. Et donc, j'étais plus à aller vers la FFPMI que vers l'UPP à cause de ça, parce que la FFPMI répond beaucoup plus normalement aux photographes artisans. En même temps, c'est une très bonne chose parce que finalement, on va peut-être commencer à prendre en compte les besoins spécifiques des photographes d'architecture et en attirer et les représenter. Carrément. Et puis se parler aussi, parce que c'est quand même... tout à fait, et pas que de l'archi, je veux dire, les photographes de sport, les photographes animaliers, enfin, je veux dire, dans les photographes non sociaux, on est très nombreux, on fait plein de choses très très diverses, et c'est vrai qu'on était peut-être moins représentés jusque-là, quoi. Et puis il y a tellement de choses à apprendre les uns des autres, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est tout le fondement du podcast, c'est ça, c'est va voir quelqu'un qui fait quelque chose que tu feras jamais, que tu sauras jamais faire, précisément, mais tu as sûrement un truc à apprendre de lui en fait. Ou qui te motive à le faire. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, quand j'ai vu certaines images en photo d'objets, en photo de produits, je me suis dit, ça, c'est un truc que j'ai jamais essayé, ça m'avait jamais parlé, mais en voyant ces images,
je retrouve la géométrie que j'aime dans les miennes, et donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Ouais. Donc je sais déjà que cet hiver, quand c'est forcément un peu moins d'archi parce que il fait froid et les arbres sont morts, donc ça intéresse moins de faire des photos d'archi à ce moment-là. C'est peut-être je prendrai un temps pour essayer. Alors je dis pas que j'y arriverai, je dis pas que ça deviendra une nouvelle corde à mon arc et que je vais devenir un concurrent sur ce marché tout de suite, mais juste je vais tenter quoi. Il y a une vraie logique en tout cas. Ça m'a motivé quoi. À faire ça dans ton cas, toi. Tu connais la première question du podcast, c'est l'elevator pitch. Tu rencontres Steve Jobs, t'es dans l'ascenseur, il rentre à côté de toi, t'as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui expliques? Alors je lui explique que je m'appelle Adrien, que je suis un photographe qui aime la géométrie et le minimalisme, que j'ai une vision de la photo qui diverge un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est moins sur l'instant et plus sur l'absolue précision, et que ça pourrait vraiment l'intéresser de regarder mes images. D'accord, bon résumé. Très bon résumé. Je pense qu'il aurait bien aimé ta photo de produit, certainement. Qui n'existe pas encore. J'ai vu comment il faisait les photos des produits Apple il y a une dizaine d'années en photo. C'est un truc de malade. Il faisait en fait, tu sais, du focus stacking. Bien sûr. Il était en studio et il prenait 10 photos qu'ils empilaient les unes aux autres. C'est un truc de fou. Moi, j'ai vu un mec un Suisse qui fait des photos de Rolex anciennes. Ouais. Donc pas pour Rolex, mais pour des clients qui en fait veulent leur Rolex à eux, très spécifique avec leurs défauts, leur marque de vie, etc. Mais imprimé en 2 mètres de haut chez eux. Et le truc, c'est qu'il fait du focus stacking à base de 150 images au phase 1. Ouais. C'est de la folie quoi, c'est de la folie pure, mais enfin tu vois, chaque fichier fait 150 100 mégapièces fois 150 pour une image finale quoi. C'est j'adore. Moi j'aime bien les gens extrêmes comme ça. Faudra, si tu as encore le nom, je serais assez intéressé de discuter avec ce mec là. T'as fait pas mal de projets photos, ton site est bien organisé, ça fait du bien. Tous les sites ne sont pas organisés comme le tien, c'est bien, c'est carré, on s'y retrouve facilement et du coup on peut circuler facilement et ça s'enchaîne bien dans tes projets photos, même l'ordre dans lequel ils se présentent d'ailleurs. Je sais pas s'il est réfléchi ou pas, mais en tout cas il est réfléchi. Voilà. C'est agréable. Tu sais, tu te laisses porter et vraiment tu découvres des choses. T'as fait plein de projets photos, donc il y en a un qui est cher à mon cœur. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que moi je l'avais fait aussi. Toi tu l'as appelé 1 heure 1 kilomètre, moi je l'ai appelé 1H 1K. C'était la même chose, c'est pendant le confinement. On en a parlé un petit peu avant. Tu m'as dit que tu t'y étais un peu retrouvé dans ce projet photographiquement, moi également, puisqu'à l'époque je ne faisais que travailler en photo. Je touchais plus mon appareil pour des raisons perso et c'est un petit peu ce qui m'a remis dans la photographie pour moi à l'époque avec le podcast, parce que ça t'ouvre un petit peu le cœur et l'esprit également, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu rapidement parce qu'on va pas l'aborder plus loin, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Très très rapidement, déjà c'est une série qui a été faite pendant le 2e confinement, pas le premier, parce que le premier confinement était une période très dure pour moi. Tous mes clients annulaient leurs prestats je commençais à avoir craint de mon téléphone parce que chaque nouveau coup de téléphone que je recevais c'était pour m'annuler un contrat, et donc j'ai très mal vécu ce premier confinement, et j'ai pas touché du tout mon appareil photo pendant le premier confinement, mais pas du tout, ce qui était une erreur. C'était pas forcément volontaire, mais c'était une erreur et je m'en suis rendu compte après, parce que d'un coup je me suis vraiment rendu compte à quel point ça me manquait et à quel point ça me fait du bien de juste prendre mon appareil photo une fois par semaine et de pouvoir faire des photos. Et donc pendant le 2e confinement, je me suis dit, quand il est arrivé, je me suis dit cette fois-ci tu vas faire l'inverse, tu vas pas te laisser abattre comme pendant le premier. Et donc j'ai appelé, à l'époque je connaissais bien les mecs d'Hazelblad, et donc je connaissais bien Charles qui n'y bosse plus maintenant, et je lui ai dit j'aimerais bien faire une série autour de chez moi d'archi. Et j'aimerais bien réussir à faire un truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est photographier mon environnement, parce qu'en fait ton environnement tu le connais tellement, tu vis, donc tu l'as tellement intériorisé que j'y voyais plus de beauté, j'y voyais plus d'angle vraiment, et ça a été un peu particulier pour moi de réussir à sortir de ça, à dépasser ça. Et donc je lui ai dit il m'a dit très bien, on vient de sortir le X1D2, on te le prête pendant 3 semaines et va faire tes photos et va t'amuser avec. Et donc je suis sorti chaque jour, je suis sorti en respectant la règle, c'est-à-dire en me baladant 1 heure et 1 kilomètre autour de chez moi. C'est de là qu'est née la série. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est des séries qui font beaucoup, beaucoup de bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont faite. Tout le monde la montre pas, il faut la montrer. Elle est vraiment. Je pense que c'est vraiment des séries. Moi, je te dis, la photo, en fait, c'était devenu plus qu'un boulot. Et j'avais pas fait de photo pour moi depuis très longtemps.
très très longtemps et ça m'a fait reprendre plaisir à prendre mon appareil et pas simplement un outil pour aller bosser, gagner de l'argent, quoi. Et d'ailleurs c'est suite à ça que j'ai acheté un appareil spécialement pour mes projets perso et pas pour plus utiliser mes appareils de boulot, quoi. Eh ben, tu sais que moi, j'organise depuis toujours, hein, depuis que j'ai créé ma première boîte en 2013, et depuis ce jour-là, chaque année, je fais un voyage pour moi. Mais un voyage photo, hein. Je parle pas de voyage, je parle de voyage vraiment pensé pour une série de photos. Chaque année, quoi qu'il arrive, je programme une série de photos perso, et je fais ça une fois par an minimum. C'était ce parce que c'est indispensable. Juste après. C'est voyageur et photographe. Ouais. Mais dans ces photos-là, on retrouve toujours ton ADN d'architecture. Oui, parce que comme je disais quand je devais me présenter à Steve Jobs au tout début, j'aime la photo minimaliste et géométrique. Et quelque part, l'archi forcément résonne tout de suite avec ces mots-là, donc c'est facile d'aller faire. Une fois que tu aimes la géométrie, que tu aimes les lignes et le minimalisme, aller faire de l'archi, c'est plutôt simple. Surtout qu'en voyage, c'est un petit peu ce que tu as à disposition. En fait, tu as des gens et de l'architecture ou du paysage, parce qu'en fait, quand tu regardes par exemple ma série sur les terres, j'aime beaucoup aussi aller photographier du paysage et aller chercher à la longue focale des détails, des morceaux, des choses minimales, des choses que tu vois, pas le paysage grandiloquent au grand angle où tu montres tout. C'est moi, voilà, je suis plutôt dans cette volonté de minimalisme. Ouais. Et donc je l'applique à beaucoup de choses que je travaille en photo. Tu vois, je pense que je suis l'un des rares photographes de mariage à redresser les verticales de toutes mes photos de mariage, quoi. J'en connais quelques-uns et en général c'est ceux dont je préfère le travail. Mais on a dit qu'on parlait pas trop de mariage aujourd'hui. Pardon, mais voilà, c'était juste pour dire que j'applique les mêmes règles à tous les types de photos que j'aborde en réalité, tu vois, c'est pas parce que ça vient de l'archi en fait. Il y a une constance en tout cas. On va attaquer la partie interview à proprement parler. Les 4 premières questions sont les mêmes pour tout le monde. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Je pense que si je devais offrir un livre à un photographe, je lui offrirais le livre d'Andreas Gursky, photographe allemand. Il est connu et pas connu en même temps, c'est-à-dire que beaucoup de gens connaissent son nom, mais je crois que peu de gens connaissent vraiment son travail, surtout en France. C'est un photographe qui travaille sur le grandiloquent. C'est des photos qui montrent souvent beaucoup de choses. Elles ont la nécessité d'être souvent imprimées en très grand à cause de ça, parce qu'elles montrent énormément de choses et de détails. Mais en réalité, quand tu les regardes de loin, elles sont extrêmement minimalistes. C'est-à-dire qu'elles ont une construction absolument parfaite, des symétries totales, et en même temps, ce que je trouve magique, c'est qu'il y a un message politique qui se drive dans ces photos. Et surtout quand il met en parallèle des choses, tu vois. Quand d'un coup, il montre un défilé en Corée du Nord, parce qu'il est un des rares photographes à avoir été réellement invité en Corée du Nord et à avoir eu le droit de se placer mieux que le dictateur pour prendre une photo parfaite du défilé, parce que à cet endroit-là, le défilé est juste parfait. Et de faire en parallèle une photo d'un concert de Madonna et de se rendre compte que les deux photos en fait en termes de construction sont quasiment les mêmes et que en termes de dévotion on est quasiment sur la même chose, mais que juste c'est pas les mêmes pensées. Et je trouve que d'un coup quand t'es en expo, enfin quand tu vas voir, moi j'ai eu la chance de le voir en expo dans un très beau musée allemand, et quand t'as les deux images qui sont imprimées et qui sont posées l'une d'un côté de l'autre, tu fais ah ouais d'accord. Enfin je sais pas, moi ça me bouleverse, et en même temps ça me bouleverse et en même temps il est tout aussi psychorigide que moi, je pense, dans sa tête, tu vois. Et donc c'est un livre que j'adore. Ce qui te parle en tout cas. Je suis passé hier au Jeu de Paume à la librairie et je crois que j'ai vu plusieurs de ces livres mis en avant. Donc il y a peut-être un truc qui se prépare. Il faudra qu'on regarde s'il n'y a pas une expo en ce moment. J'ai pas retenu les noms. Ça, c'était pas des expos qui m'intéressaient vraiment. Mais bon, j'irai quand même les voir. Faut quand même mais voilà, mais Gursky, pour moi c'est un maître à penser, quoi, très clairement. Mais en tout cas, si ces livres sont mis en avant, il y aura certainement quelque chose qui va arriver à un moment. Ce sera l'occasion de le découvrir. C'est quoi être créatif ? Oh waouh, c'est quoi être créatif ? Être créatif pour moi, c'est simplement s'exprimer. Pour le faire très rapide, parce que j'ai pas envie d'être trop long là-dessus, mais moi je suis un ancien ingénieur en électronique, donc je suis un cartésien pur et dur. Ça explique beaucoup ma façon de penser la photo et l'image. J'ai jamais su m'exprimer avec mes mains. J'ai toujours été très nul en dessin, en peinture. J'ai essayé, c'était une catastrophe. Et quand j'ai découvert l'appareil photo il y a très longtemps, je suis très vite tombé en amour avec ça pour deux raisons. D'une part, c'est un objet technologique, plus ou moins technologique, mais technologique. Donc forcément, avec mon esprit de
d'ingénieur, ça marchait super. Ouais. Tu vois, c'est un objet où avec de la technique et tout, et j'aime bien me lancer dans la technique. Donc voilà, ça m'a permis de me foncer là-dedans direct. Et en même temps, ça m'a offert un cadre sur le monde. Ouais. Et ce cadre sur le monde, je me suis rendu compte très très rapidement qu'il n'était pas là pour raconter la vérité du monde, mais qu'il était là juste pour raconter ma vérité. Et à partir de là, je suis tombé en amour avec ça, quoi, tout simplement. J'aime bien l'explication de l'amour du côté technique, en fait, de l'appareil aussi. Moi, je trouve ça très romantique, en fait, aussi, ce côté-là, mais pas les modernes, pas les appareils électroniques, trucs et tout. J'aime beaucoup. Alors bon, aujourd'hui, faut être un petit peu fou, je pense, pour continuer à shooter en argentique, envers et contre tout. Mais ça, moi, je suis horrifié par le coup, en fait, de shooter en argentique, mais j'adore l'appareil, j'adore la mécanique, j'adore avancer le film, j'adore toute cette logique-là. En fait, je trouve ça merveilleux. Et quand tu regardes, c'est comme une montre, tu sais, quand tu le démontes, c'est comme un vélo à l'ancienne. Il n'y a pas plus low-tech qu'un vélo qui n'a pas de moteur, en fait, mais ça fonctionne avec une mécanique extraordinaire, en fait. Ouais, d'une précision totale. J'ai toujours adoré l'horlogerie aussi, par exemple. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je trouve que l'horlogerie mécanique, c'est incroyable de précision, d'invention. Et pire que ça, ils continuent d'inventer. Enfin, je veux dire, ils continuent de chercher des défis, quoi. Ouais. Créer la montre la plus plate du monde et te dire qu'ils arrivent à rentrer un système mécanique complet dans un truc qui fait 2 mm d'épaisseur. Je trouve ça dinguissime, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps, sur les appareils modernes, j'ai un avis qui est un tout petit poil différent du tien. Je trouve que beaucoup des appareils modernes, Nikon, Canon, Sony, tout ça, c'est globalement inintéressant parce que c'est des appareils purement c'est de la pure électronique, c'est un mini ordinateur dans un appareil photo, quoi. Mais c'est comme Windows, quoi. C'est sans âme, c'est un peu, voilà. Et ils sont tous pareils là-dessus. Il y a 2 marques pour moi qui sont pas pareilles. Il y a 2 marques qui sont pas pareilles. Il y a une marque que j'utilisais, que je n'utilise malheureusement plus pour des raisons techniques, malheureusement, mais qui est Hasselblad, où je trouve qu'un Hasselblad, même le tout dernier modèle, en fait, t'as un feeling quand tu l'utilises, t'as une logique d'utilisation, le peu de boutons aussi qu'il y a sur le boîtier, mais que tous les boutons soient pensés de manière logique, que t'aies pas 1000 sous-menus, que quand t'as besoin d'un truc, en fait, tu vas tout de suite l'avoir sous le doigt parce que juste, ils ont compris un truc, ils ont compris que développer une vraie interface utilisateur qui soit cool et intéressante fait que l'utilisateur va avoir envie d'y aller. C'est pas pour rien que le premier iPhone a marché. C'est que l'interface utilisateur était tellement simple et fun que les gens ont envie d'y aller, en fait. Ils ont envie de l'utiliser. Et l'autre marque qui est un peu comme ça, c'est Leica. Tu vois, moi, mon dernier grand coup de foudre photographique matériel, c'est le dernier M11 avec le nouveau 35 mm. Je sais pas, il y a un truc, tu prends ce boîtier en main et il y a un truc chez moi qui se passe parce que de nouveau c'est simple, c'est minimaliste, il y a 4 boutons, 6 boutons, mais tout est juste, tout est au bon endroit. Les menus Leica sont imbattables. Moi, je shoot Fuji. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je prends un Leica en main, t'as beau te dire c'est beaucoup trop cher pour ce que je fais. Tu regardes les menus, tu fais putain, tous les menus devraient être comme ça, quoi. Je shoot en Fuji GFX pour une partie de mon travail. Il n'y a rien de plus que je hais que les menus de ce boîtier, quoi. Ah ouais, je les aime pas. Après, je bosse avec, donc ouais, j'ai fini par m'y faire, c'est pas la question. Mais il y a des choses que je trouve imbitables. C'est illogique. Il y a un truc que j'ai fini par comprendre avec les Fuji. Tu peux personnaliser le menu Q. Et tu peux le simplifier à mort. Ouais, j'ai vu, je l'ai fait aussi, mais néanmoins, il y a des choses qui restent illogiques. Tu vois, moi, par exemple, sur mon Hasselblad avant, j'avais besoin de faire une image HDR. Donc, j'avais besoin de faire du bracketing d'exposition. Donc, dans l'Hasselblad, tu vas dans le menu entraînement, tu choisis bracketing d'exposition et là tu as un mini menu qui s'ouvre qui donne tout ce dont tu as besoin. C'est est-ce que tu veux un retardateur avant, combien de frames tu veux, combien d'écart tu veux entre chaque frame, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quand il a fini de faire les frames, est-ce qu'il doit rester dans ce mode ou repasser dans un mode normal. Bref, et ce menu, il a 6 options ou 8 options, mais elles sont toutes les unes en dessous des autres, ultra logiquement. Tu choisis tout, tu cliques sur OK, c'est fini. Tu as réglé ton mode bracketing. Quand tu es à l'appareil, il reste dans ce mode. Sur le Fuji, l'intervalomètre, enfin le fait de faire du bracketing, c'est dans un premier menu. Le fait de mettre un retardateur, c'est dans un autre menu. Il y a un moment donné, et tu l'éteins, ça se remet à 0. Et si tu l'éteins, ça remet à 0. Et tu fais pourquoi, les gars? Pourquoi? Ouais, mais il y a des choses comme ça. Moi, en ce moment, je suis depuis un épisode récent qui était avec Tritsi. Je me suis mis à faire de la street photographie en zone focusing et il y a rien de plus frustrant sur mon X100V
que le zone focusing, parce qu'en fait, tu peux pas. Il m'a montré, lui, il a un Ricoh GR. En fait, le Ricoh, tu décides que ton point, il se fait entre. Alors, t'as un menu, tu vois, c'est point de 1 mètre à 2 mètres, point de 1,50 m à 3 mètres, point de 2 mètres à l'infini. Et c'est trois trucs, tu appuies sur un bouton et tu choisis ça. Le Fuji, tu peux pas prédéfinir des zones comme ça et passer facilement de l'une à l'autre. Et du coup, ou alors si on peut, je l'ai pas trouvé, très sincèrement. Ah oui, alors peut-être que moi aussi, des fois il y a des trucs que j'ai pas trouvé. Et, voilà, mais néanmoins, il y a un moment donné où en fait, c'est effectivement le matériel moderne, je disais, est un peu frustrant, mais en même temps. Il y a quelques boîtiers voilà qui continuent d'avoir ce petit feeling. C'est comme ça que je me retrouve un jour chez Leica. Hier après-midi justement pendant que j'étais au jeu de paume, j'attendais le bus, il y avait Leica à côté. J'ai dit tiens, j'ai pas été voir la nouvelle boutique, puis je suis rentré, puis j'ai commencé à regarder le Q3, puis tu sais, tu commences à te dire bon peut-être. Et puis c'est comme ça que dans un an je vais me retrouver avec un Q3. Ah bah le M11, je sais que j'en ai pour 15 000 euros, mais je suis déjà dans une acceptation tout douce dans ma tête. Hein. Non, mais ça travaille depuis un petit moment aussi. Si je te demande ce qui te fait déclencher. Ce qui me fait déclencher. Ça peut être, c'est marrant, ça peut être très, enfin, mes déclenchements sont rares. Ouais. Ils sont pas rares, mais il faut vraiment que j'ai eu le temps de potasser mon cadrage à fond avant de cliquer. Ça veut pas dire que chacun de mes cadrages est valable. Ça veut dire que par contre sur le terrain, je pense que chacun de ces cadrages peut avoir de l'intérêt. Ouais. Et ensuite, quand je fais le tri, je les mets en parallèle, je les mets en compétition les uns avec les autres, surtout si c'est le même sujet qui est photographié sous différents angles, en me disant bon bah finalement de ces cadrages, aucun n'est à jeter, mais celui-là est clairement meilleur que les autres. Voilà. Donc tu prends pas pour voir en fait, tu prends une photo parce que tu penses qu'elle a un sens par elle-même. Ouais. Ça arrive. Encore une fois, on a décidé de pas trop parler de ça, mais ça arrive. Sur les mariages, c'est un peu moins vrai dans le sens où vu que je suis photoreporter, je vais un peu plus cliquer, quoi. T'es dans la réaction, donc t'es obligé de. Dans la réaction. T'as moins le temps de réfléchir, en fait. C'est quoi une bonne photo? C'est quoi une bonne photo? C'est très compliqué à dire parce qu'en fait c'est assez rigolo comme question parce que je vais pas parler de moi quand je vais répondre à cette question, je vais parler des autres. Il est pas rare que je regarde des images que je défile sur Instagram tout simplement, voilà, que je vois des photos par exemple de portraits serrés et où je me dis je trouve cette photo sublime et je me trouve incapable de la faire. C'est-à-dire que je sais très bien que si je suis face à la même personne au même moment, c'est pas du tout ce cadrage-là que je vais faire moi. Mon cerveau n'y pensera même pas et donc je ne la ferai pas. Moi, je vais faire un plan pied large où la personne va être toute petite dans le cadrage et où il y aura un immense bâtiment derrière, quoi, et où en fait tout le bâtiment va servir d'espace négatif pour que tu ne vois plus que la personne au final qui est toute petite dans l'image. Mais voilà, c'est juste que. Parce que t'es câblé comme ça. Hein? C'est parce que t'es câblé comme ça en fait. Parce que je suis câblé comme ça. Donc en fait, une bonne photo, c'est pas. C'est comment dire, chacun a sa propre réponse qui est personnelle mais qui l'amène vers ce qu'il a envie de faire, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de voir qu'une image m'intéresse vraiment et me déclenche un truc émotionnel alors que je sais très bien que je suis incapable de la faire moi-même, quoi. Ouais. Donc une bonne photo, c'est juste une photo qui fait passer le bon message et qui fait et où l'auteur a pas forcément. Et alors ça c'est un truc perso, mais c'est un truc que j'ai avec l'art moderne en général. Je trouve qu'une bonne photo, c'est une photo qui n'a pas besoin que l'auteur explique avec un texte de 10 pages ce qu'il a voulu montrer pour que tu comprennes ce qu'il a voulu montrer. Voilà. Donc au moins t'en as une idée où tu t'en fasses une interprétation, quoi. Ouais, c'est ça. On va attaquer avec ton métier du quotidien, donc l'architecture. Alors pour situer un petit peu, ça a l'air très simple l'architecture. Hein. Tu crois que c'est juste, tu mets les lignes droites et puis c'est réglé. Pour être très pote avec un des très bons du milieu, je sais que ça l'est pas du tout. Et que c'est vraiment un métier à part entière et c'est vraiment une philosophie photographique à part entière. Si je te demande, qu'est-ce qui fait une bonne photo d'archi? Extension de la photo suivante, puisque là on est vraiment dans ton domaine. Ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne photo d'archi? Moi je trouve qu'une bonne photo d'archi, ou en tout cas un très bon photographe d'archi, c'est quelqu'un qui va être extrêmement attentif à tous les détails. Et quand je dis ça, c'est pas rare que des gens me contactent sur les réseaux et me disent je voudrais te présenter mon travail, que tu me demandes tu me dis ce que t'en penses. Et t'as dit avant, c'est facile, il suffit de mettre la ligne droite. Ça commence déjà par là. Le nombre de fois où quand des gens me demandent ça, je vais voir les photos et je leur dis, tes photos, elles sont pas droites. Et il me dit, si. Je fais, non. Il me fait, si. Je sors Photoshop, je sors mes lignes et je fais, t'as 2 degrés d'angle là. C'est pas droit. Et il fait, je l'avais pas vu.
Oui, moi je le vois parce qu'en fait, il y a un moment donné où justement la perfection de la photo d'archi, c'est ça. C'est aussi, par exemple, un truc tout bête. J'ai une cliente architecte dernièrement d'intérieur avec qui j'ai commencé à travailler, qui m'a avoué avoir été déçue de tous les photographes qu'elle avait employés jusque-là. Et je lui demande pourquoi. Et elle me dit, bah tu vois, sur toutes les photos, c'est donc que de l'intérieur pour le coup, à chaque fois sur les bords des cadrages, il y a un morceau de fenêtre ou un morceau de porte, mais elle est jamais en entier la porte ou la fenêtre, ou mais il y a juste un bout de cadre ou quoi. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi il a pas simplement soit recadré légèrement pour enlever ces petits bouts qui dépassent et avoir un début d'image qui soit clean, ou 1000 trucs en entier dedans. Mais voilà, donc en fait je pense que la photo d'archi c'est ça, c'est de la perfection, c'est de l'envie de que tout soit à sa place et qu'il n'y ait pas de qui rien qui attire ton regard, tu vois. Enfin, il y a un truc aussi où dans les bâtiments, ça peut être des images très complexes avec plein de détails, plein de choses. Et en fait, il faut réussir à tirer de ça une image qui parle tout de suite et qui soit voilà. Et enfin, et c'est la dernière chose, c'est le dialogue avec les architectes. Alors ça, c'est presque ma partie préférée, j'ai envie de dire. C'est parce que ce sont des artistes qui ont passé beaucoup de temps sur leur projet. Ils ont passé beaucoup de temps à les dessiner, à les faire construire, à diriger le chantier, tout ça. Et en fait, tu es la fin de la boucle en tant que photographe. Et il faut en même temps arriver à exprimer ce que eux ont envie d'exprimer à travers leur bâtiment, et il faut réussir en même temps à amener ta patte à toi. Et ce dialogue-là, il est je trouve souvent super intéressant. Parce que c'est marrant, parce que les architectes, souvent, ils viennent avec nous, parce que ça leur fait du bien. Parce qu'en fait, on va mettre enfin en avant ce sur quoi ils ont bossé pendant peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu vas avoir des choses que personne d'autre va voir aussi, peut-être. Ouais, que personne d'autre va voir, effectivement, ouais. Parce que des fois, ils vont te dire, cette arête-là, j'ai bossé dessus pendant 6 mois pour avoir la bonne ombre et le bon machin, et j'ai tout changé 15 fois, et machin. Voilà. Mais ce dialogue-là, il est super intéressant parce que, en même temps, ils vont t'exprimer ce qu'ils ont, les trucs qui, eux, leur touchent dans leur création, et qui, donc, ils ont envie que tu les mettes en avant, mais en même temps, ils vont te laisser libre au-delà de ces quelques envies, de faire ce que tu veux et de montrer des choses. Et des fois, quand tu leur montres des images, sur le terrain, ils disent, mais j'avais jamais pensé à se faire ce cadre-là. Ouais. Et j'adore. Et en fait, c'est trop cool aussi d'avoir ce dialogue-là avec eux. C'est collab aussi, quoi. Ouais. Tu vois, j'étais pas passé loin, j'avais mis symétrie, ligne droite, bonne lumière, sens du détail. Et la question finale, où est la petite touche créative qui fait la différence? La touche créative qui fait la différence, je pense que chaque photographe d'archi est assez différent. C'est rigolo, par exemple, il y en a qui savent très très bien intégrer l'humain, qui mettent des personnages, des voitures, notre vie moderne, tout ça. Moi, je suis plus à attendre qu'il n'y ait plus personne. Ouais. donc tu vois, il y a aussi la spécificité déjà de comment tu vois le monde et comment tu te sens avec le monde. Et puis après, il y a aussi la différence entre le photographe qui va faire uniquement des plans larges, enfin pas uniquement des plans larges, mais qui va être très démonstratif, et celui qui va aller chercher aussi des images où en fait tu vas utiliser l'archi, mais tu vas plus vraiment la voir. C'est-à-dire que tu vas sortir quelque chose d'autre, un univers différent à travers l'archi. Ça peut être la touche vraiment créative que je trouve intéressante. Parce que tu vois, la photo, alors pour que les gens comprennent, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Freeform sur mon Mac, qui est un truc d'Apple qui permet de faire des cartes mentales, tu vois. Et donc quand je mets les questions et que les questions sont inspirées par une photo spécifique, je colle la photo, je fais une capture d'écran, je la colle juste à côté. La photo que j'ai collée là, c'est ça doit être un escalator, je pense, parce que c'est des trucs qui descendent en ligne droite. T'as une vitre devant et toi t'as joué en fait avec des néons en fait qui se reflètent, je pense, dans la vitre, et du coup en fait t'as le zigzag de l'escalator, t'as le zigzag des néons qui sont pas totalement alignés mais qui se répondent l'un l'autre et tout. Moi, une photo de cet endroit-là, j'aurais probablement pas pensé aux néons. Alors après, ça dépend. Peut-être ils sont tout le temps là, peut-être ils le sont pas. Peut-être que tu t'es mis d'une certaine manière pour les voir. Mais moi, par exemple, j'aurais attendu d'avoir un être humain dedans, tu vois. Alors c'est rigolo parce que cette photo-là, c'est pas du tout un reflet. Les néons éclairent l'escalator en réalité, donc le suivent parfaitement. Seulement, en fait, si t'étais proche du lieu, si t'étais proche de l'escalator lui-même, tu le verrais mieux. Mais en même temps, la photo serait moins parlante, je pense. Donc cette photo, elle est faite au 200 mm, donc elle est faite de très loin, et elle est faite de nuit.
parce qu'elle est faite justement, vu qu'il fallait que je shoote de très loin, donc à travers les vitres du bâtiment. Si je shootais de jour, j'aurais eu des reflets dans tous les sens qui auraient perturbé cette lecture. Donc cette photo est faite en pleine nuit. Et vu que c'est une banque allemande, en fait en pleine nuit, la banque allemande elle est fermée, il y a plus personne qui bosse. Mécaniquement. Donc mécaniquement il y a personne quoi. Mais voilà. Mais oui, c'est une photo qui me parle beaucoup. Il faut que tu saches que cette photo m'a servi de photo de carte de visite pendant 5 ou 6 ans. Donc il y a de quoi, parce qu'elle est absolument dingue en fait. Mais c'est vrai que tu la regardes et tu te demandes comment ça a été fait et quelle a été la réflexion derrière quoi. La réflexion en fait, moi j'ai vu un Z. Voilà. Donc cette photo, je l'appelle le Z à cause de ça, parce que moi j'ai vu un Z dans cette image et j'ai eu le sentiment que c'était le Z de Zorro qui traversait le bâtiment comme ça, qui signait le truc. C'est marrant parce que moi je vois un Z et un S. Ouais, ça peut être un S aussi, mais moi je vois que le Z. Et donc ce qui fait que je sais pas, c'est ce Z m'a parlé, ce Z m'est apparu et donc j'ai cadré ça et juste ça. Et le but c'est de montrer que ce Z et de pas montrer le reste du bâtiment, enfin dans cette image là en tout cas, mais elle est dingue en tout cas. J'ai beaucoup aimé, c'est une de celles qui m'a vraiment marqué de ce que j'ai vu. La deuxième chose que j'ai remarqué dans ton travail, c'est que tu as une vraie force pour faire ressortir les angles particuliers. Donc ce que je te disais, je pense que les débutants en architecture va tenter d'avoir on part tous sur une espèce de base de ligne relativement droite ou alors quand il y a un arrondi d'essayer de faire un truc. D'ailleurs c'est marrant parce que l'une des photos que j'ai retenues dans cette partie, c'est en fait t'es d'en bas, il y a une verrière et puis il y a une espèce de balcon très arrondi qui forme presque un V. Et il y a pas longtemps, j'ai jugé un concours photo amateur où une personne avait essayé de faire ça et sa photo fonctionnait pas du tout et j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il m'avait demandé des comptes, je l'avais très mal noté, il était pas très content. J'avais pas compris le système de notation non plus, donc voilà. Mais il comprenait pas et j'arrivais pas à l'expliquer et j'ai fini par réussir à l'expliquer en reprenant un livre de Franco Fontana qui s'appelle Invisible. Je sais pas si tu as vu ce livre ou pas. Non, j'ai pas vu ce livre. Franco Fontana, c'est un photographe qui a fait à un moment des photos, alors ça pouvait être des affiches, mais c'était des choses qui faisaient des formes en fait. C'est un livre incroyable qui en même temps photographie rien, mais en même temps ça a un sens fou. Et en fait, excellent. Ce qui avait manqué à la photo de la personne qui était dans le concours, c'est qu'il n'y avait pas d'entrée et de sortie. En fait, je me suis retrouvé pris dans sa photo et pris au piège de sa photo et impossible d'en sortir. Je venais de changer de lunettes, j'avais des verres progressifs, j'étais encore en train de m'adapter, j'avais les yeux tout le temps fatigués. Sa photo, elle m'a épuisé, tu sais, elle m'a vraiment filé un mal de crâne et tout. Et je vois ces images-là, je vois que tu prends justement cette asymétrie, que tu prends ces angles particuliers. J'en ai une autre où c'est un immeuble qui est éclairé d'un côté, pas de l'autre. Il n'y a pas une ligne qui est horizontale ou verticale réellement, elles partent tous en biais et tout. Mais ça marche bien en fait justement pour ça. Et donc j'aimerais bien justement que tu nous expliques comment tu vois ça et comment tu rends ces trucs-là presque poétiques en fait. Je pense que à partir du moment, en fait, en archi, comment dire, il faut prendre des décisions, en fait. Il faut vraiment prendre des décisions. Et ce que je veux dire par prendre une décision, c'est que si déjà tu veux faire une photo pas droite et ne pas respecter, entre guillemets, l'archi, c'est-à-dire, voilà, les lignes verticales ne le seront pas, faut le faire vraiment. Ouais. Déjà, c'est-à-dire que faut y aller à fond. C'est-à-dire faut pas mettre 10 degrés d'angle quoi. Si tu mets 10 degrés d'angle, ce sera inintéressant, ça fera juste rater parce que ce sera l'entre-deux pas logique. C'est comme tout le monde te dit, il faut que l'horizon de ta photo soit droite dans une photo de paysage. Oui, mais si tu commences à mettre 70 ou 80 degrés d'angle, d'un coup, c'est une vraie décision que tu as prise. Ouais. C'est-à-dire que tu as décidé de pas le mettre droit pour une raison qui te regarde, mais d'un coup, on ne peut plus critiquer la décision. On peut critiquer le résultat peut-être, mais on ne peut plus dire mince il a pas fait un choix. Voilà. Donc je pense que déjà si tu veux faire une photo pas droite, tu la fais vraiment pas droite, voilà. Et à partir de là, si tu la fais pas droite, il faut quand même respecter des lignes. C'est-à-dire moi ce que j'aime c'est que il y ait que la lecture, les lignes que je mets dans mon image amènent le regard à bouger. Ouais. Et donc souvent je vais avoir une ligne qui va commencer pile dans un coin de l'image, au bord haut à gauche, et qui va t'emmener vers le centre de l'image, puis une seconde ligne qui va te faire un second mouvement. Et quand même pareil entre elles aussi. Là la photo dont je te parle, l'immeuble qui est éclairé d'un côté pas de l'autre, où tu as des lignes très franches. Quand tu regardes bien, il y a quand même un certain parallélisme entre les lignes. Par contre, maintenant que tu le dis, il n'y en a pas une qui est droite, y compris celle qui pourrait correspondre à une espèce d'horizon. Même celle-là, elle est suffisamment penchée pour que justement ça crée ce petit déséquilibre.
C'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Moi, j'ai une photo comme ça dans mes photos d'archi que j'aime bien. C'est une photo d'un escalier tout rouge. Ouais. La photo est absolument pas droite. C'est voilà. Mais t'as plein de sens de lecture et t'as plein de, je veux dire, tu comprends l'escalier, tu comprends le mouvement, tu comprends la façon dont les gens vont y marcher, tu comprends tout ça. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est ça qui va faire une bonne image. Et ces sens de lecture, par contre, faut pas en avoir 12, quoi. Je trouve qu'il faut en avoir 2 ou 3 grands max, mais qui vont être des grandes lignes. En fait, il faut imaginer que si tu enlèves tous les détails, si tu enlèves toutes les finitions des façades, des machins, des trucs, tu peux limiter ton image à 3 grands traits que tu vas tracer à travers l'image, quoi. Ça veut dire que tu as fait un choix. Ça veut dire que tu as fait un choix. Ouais. Tu le vois, le côté poétique de ces images ou pas, toi ? Moi, j'ai du mal parce que et je me demande souvent si mon travail a un sens. J'en discutais avec. Très poétique. Hein, je te dis ça, je te pose la question parce que moi, j'ai trouvé ça. Toutes ces photos-là, en fait, je trouve que au-delà du côté carré qui va en théorie finir sur des brochures ou sur des parce que en général ça sert à illustrer les comptes rendus annuels du comptable. Bien sûr. Ou une brochure pour vendre le bâtiment parce que c'est un immeuble de bureau qui va être à vendre ou à participer à des concours ou des trucs comme ça. Donc c'est quand même quelque chose qui a priori et de l'art un peu planqué quelque part, dont on dit pas le nom. Mais toi, t'as un vrai côté poétique dans ces photos-là, en fait. C'est rigolo parce que j'estime souvent que mon travail est très froid. Et j'ai peur. Enfin, comment dire, j'ai peur de manquer de sens. Mais c'est un questionnement personnel dans le sens où vu que je fais ces images en étant très cartésien dans ma tête, je suis pas sûr d'y voir de la poésie, mais par contre quand je fais l'image, j'y vois du beau. Ouais. Ça c'est certain. C'est-à-dire que c'est beau à mes yeux. Voilà. Mais j'ai souvent peur que ça le soit pas aux yeux de plein de gens en fait. Parce que le parallèle en fait c'est que la poésie c'est très rigide, l'air de rien. La poésie c'est très rigide, ouais. C'est rempli de règles en tout cas. C'est plein de règles et tu peux pas en sortir comme ça. Et quand t'en sors, t'as intérêt à avoir une bonne excuse pour le faire. C'est ça. C'est la même chose en fait en réalité. Ouais. Mais bien sûr, c'est la même chose. Mais je veux dire, c'est presque comme en portrait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, va faire du portrait au 14 mm, tu vois. Enfin, ça déforme les gens. Donc en fait, c'est une règle qui est mise en place depuis longtemps pour faire du beau. Et par contre, quand d'un coup tu veux faire un portrait Halloween façon horreur, au contraire, le fait que ton 14 mm déforme la tête et de la personne, je sais pas, de ton Freddy, les griffes de la nuit, bah tu vas exprès détourner la règle parce que tu sais que ça va servir ton sujet, quoi. On va y arriver petit à petit. Hein. Là, on est déjà au 24 sur les portraits. Petit à petit, ça va venir, quoi. Ça y est. De toute façon, pour se distinguer, il va falloir être de plus en plus extrême. On va attaquer le côté obscur de la force de l'archi. C'est l'urbex. T'as la lumière. Le côté archi professionnel et puis le côté un petit peu planqué. C'est l'urbex concrètement. Alors c'est malheureux, j'ai dit urbex, c'est malheureux, mais c'est devenu un gros mot maintenant. Les Instagrammeurs qui abîment tout ce qui touche, qui s'improvisent urbex et qui massacrent des lieux malheureusement pour pas grand chose, pour une photo. Est-ce que je vais déjà te demander de me rappeler ce que c'est l'urbex? L'urbex c'est très compliqué parce que c'est pas forcément de la photo. L'urbex c'est de l'exploration urbaine, donc c'est des gens qui ont envie de visiter des lieux qui sont normalement pas forcément visitables pour le plaisir de les visiter. Et dans ces lieux, il y a souvent des lieux abandonnés. Donc c'est souvent ça que ça traduit. Dans l'urbex, il y a plein de choses. Moi je connais des urbexeurs qui font aucune photo, ils vont dans ces lieux juste pour y dormir. Ouais. Parce que c'est ça leur kiff de vie. Bah c'est super. Enfin tu vois, il y a un moment donné où si ton kiff c'est ça, très bien. Il y a des gens qui vont y chercher des entités fantomatiques, des choses. Moi tout ça ne me touche pas, donc c'est pas du tout ma vision du truc. Et ce qui fait que moi je me prétends pas urbexeur parce que je continue juste de me prétendre photographe d'archi. Et que moi ce qui m'a touché dans ces lieux laissés à l'abandon par l'homme, ces lieux d'architecture laissés à l'abandon par l'homme, c'est que ce sont c'est de l'archi, mais c'est l'après de l'architecture. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est devenue cette architecture une fois que l'homme en est parti. Et surtout dans cet entre-deux très bizarre, parce que je suis alsacien, mes parents m'ont toujours emmené faire des randos quand j'étais petit, et puis j'ai toujours vu ces grands châteaux abandonnés du
11e, du 9e, mais qui sont plus que des ruines, quoi. C'est vraiment, c'est juste des pierres, des murs, des fois un premier étage, une tour, mais ça s'arrête à ça. Mais c'est quand même des lieux qui me fascinaient, qui m'ont toujours fasciné. Et en fait, je trouve que les lieux abandonnés depuis 20 ou 30 ans, c'est c'est les ruines de notre génération. C'est-à-dire que c'est pas encore des ruines, mais ça va le devenir un jour. Sauf s'ils sont repris, mais c'est rare. Et j'aime bien cet entre-deux. Et quelque part, quand tu fais ce genre de photos, tu figes un instant qui est très très fugace, parce que potentiellement 6 mois plus tard le truc a complètement bougé, a complètement changé, il y a un plancher qui est tombé, j'en sais rien, enfin juste par l'effet de la nature, quoi. Il y a 20 000 personnes qui viennent et qui le saccagent. Ouais, alors oui et non, parce que c'est là aussi que je me prétends pas urbexeur, parce qu'effectivement dans l'urbex t'as de l'urbex de mode, avec des courses à qui aura ce lieu-là en premier, qui va le montrer en premier, tout ça, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Non, mais c'est un effet secondaire en fait. Ouais, c'est un effet secondaire, mais ce qui fait que moi je vais faire des photos des trucs qui sont connus par tout le monde depuis 10 ans, voilà, et puis j'y vais 10 ans après. Mais parce que moi, ce qui va me driver, c'est l'architecture. Donc par exemple, tu me dis, on a une maison abandonnée des années 70, remplie d'objets, qui est abandonnée là à 20 bornes de chez moi, je vais souvent pas y aller. Ouais. Parce que en fait, où je vais regarder vite fait 1 ou 2 images avant de me décider, mais si c'est un truc qui est pas très architectural, c'est dans ma pratique à moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord des lieux où l'architecture est belle. Voilà. Et donc, j'y suis rentré comme ça. Après, j'y ai trouvé aussi des lumières. Tu parlais avant de lumière au tout début. J'ai trouvé des lumières très particulières, parce que souvent, c'est des lieux qui sont clos, des fenêtres qui ont été fermées, etc. Mais où, avec le temps, t'as des lattes de bois qui sont écartées. Et d'un coup, je trouve que c'est des lieux qui sont souvent très sombres, mais où dès qu'une lumière rentre, même fine, elle explose, et ça crée un contraste que je trouve assez saisissant, quoi. Donc c'est vraiment des lieux particuliers en fait, avec une ambiance particulière. Ouais, mais j'ai vraiment une recherche là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, là aussi, tu disais, les lieux sont vite cassés, etc. Alors c'est vrai, et c'est pas que Instagram. Et là-dessus, il faut être très clair, c'est que oui, bien sûr, Instagram ou TikTok ou machin vont peut-être amener à ça, ou vont créer une nouvelle population qui va dans ces lieux-là. Ces lieux-là étaient déjà dégradés avant que les plateformes n'existent. Tout simplement, si c'est dans une grande ville ou proche d'une grande ville, accessible en tout cas, tout ce qui va être squatter, graffeur, etc. vont y accéder à une vitesse dingue. Ouais. Mais ce qui est logique, et le mot va se répandre sans qu'il y ait besoin des plateformes et des réseaux pour ça. Si c'est dans des petits villages et tout, c'est les endroits où les ados vont se faire peur, vont même faire des bêtises en graffant un mur et tout. Voilà, donc en fait, c'est des trucs qui auraient de toute façon vécu ça sans toi. C'est juste peut-être à une échelle différente quand on poste un truc qui a l'air cool sur Instagram et que tout le monde veut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Mais par contre, ils étaient déjà dégradés avant. Et souvent, les lieux qui sont préservés longtemps, ils ont tous en commun un truc, ils sont loin de tout. Ouais. Ils sont planqués loin de tout. Donc quand c'est à 40 bornes de voiture de tout village ou ville, d'un coup le château là, il se maintient en l'état assez longtemps. Ouais. Et c'est là que celui-là, par contre, s'il est dégradé, c'est souvent la faute d'Insta, effectivement. Ouais. Ouais, mais après, il est rarement dégradé en mode dégradation. Il est souvent volé, en fait. Oui, c'est souvent d'un coup. Quand je te dis ça, tu vois, moi j'ai en tête quand on parle d'Instagram et de ce que ça peut apporter de pire. Il y a un petit bout de rue dans le 7e arrondissement de Paris qui donne sur la Tour Eiffel. T'as 3 touristes qui ont posté des photos sur Instagram. Les gens se sont rendus compte que c'était le spot où tu pouvais faire les super photos avec la Tour Eiffel dans l'arrière-plan, en ayant l'air d'être à Paris. Et du coup, maintenant, c'est nuit et jour incessant. Les gens, ils viennent avec de la bouffe, ils jettent des ordures, ils font du bruit. Les riverains, ils deviennent cinglés. Tout ça pour répéter la même image, donc ce qui fait qu'en plus ils deviennent inintéressants, tu vois. Ouais. C'est ça le pire, c'est ça qui est terrible. Mais en fait, le problème, c'est que au-delà d'être inintéressant, en plus, ils saccagent un endroit. Et les pauvres gens qui vivaient là, qui étaient quand même, je veux dire, t'habites à côté de la Tour Eiffel, c'est quand même pas rien, tu vois. Et en fait, ton appart du jour au lendemain, il vaut plus rien, quoi. Alors certes, et ça je comprends très bien. À l'opposé, tu vois, moi j'ai une autre histoire comme ça et qui avant l'époque d'Instagram, dans le milieu d'Urbex, alors au tout début d'Instagram, donc t'avais pas ces effets de mode aussi violents qu'aujourd'hui. Il y avait un magnifique garage en Belgique, je dirais pas où, on s'en fiche, qui était rempli de voitures incroyables, des Rolls, des machins, et qui contenait 2 trucs dingues, qui étaient en fait pas de chasse-neige, de rat track, tu sais, des gros engins qui allaient et qui étaient des 2 engins d'expédition belge de l'Antarctique de 1970
je veux pas dire de conneries, c'est pas les dates exactes, s'en fout. Et en fait, il se trouve que ces deux engins orange immenses à chenilles là, le logo de cette expédition avait été dessiné par Hergé, et que l'un des seuls endroits où ils étaient existés de manière officielle, c'était sur les portes de ces deux chenillettes. Ça a pris moins d'un an pour qu'un jour quelqu'un vienne les découper au chalumeau laser et les embarque, quoi. Mais ça, c'est clairement, soyons nets, c'est pas un urbexeur, c'est un collectionneur qui a beaucoup de sous devant lui, qui les voulait pour lui et que pour lui, et qui a engagé des gens pour y aller, trouver l'adresse, les piquer et lui ramener. Tu vois, enfin, il y a un moment donné où, mais ça, t'es exposé à ça à partir du moment où tu diffuses une image sur Internet, je veux dire. C'était ça ma question suivante, c'est comment est-ce qu'on fait de l'urbex respectueux. Et c'était en réalité, ça n'existe pas vraiment du coup. C'est ça que t'es en train de dire, c'est que. En fait, ce que je dis, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est effectivement, il y a plein de gens plein d'urbexeurs qui vont dire, je garde mes images 5, 6, 7, 10 ans avant de les publier pour éviter que le lieu soit trop connu, etc. Je comprends l'idée. Je pense que l'urbex respectueux, c'est aussi pas trop être dans les milieux de l'urbex, justement. Ouais. C'est-à-dire pas commencer à te mettre sur les sites, les forums d'urbex, les groupes, machin, parce que c'est forcément là que les autres, les gens mal intentionnés vont y chercher, tu vois, à un moment donné. Et puis c'est peut-être écrire le moins possible. C'est-à-dire, tu publies une image, ok, mais si t'en dis le moins possible autour, bah finalement tu vas donner le moins d'infos. Et l'urbex respectueux, c'est aussi peut-être pas sortir des séries de 30 photos du même bâtiment, parce qu'un coup, forcément, si t'as 30 photos du même lieu, c'est d'autant plus simple de commencer à déterminer où c'est, parce que tu vas pouvoir voir des détails à travers les fenêtres, etc. Même si toi, tu dis rien, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir faire le malin dans les commentaires, qui va te donner l'adresse. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, moi, au final, mes photos, elles sont faites pour être exposées en galerie. Elles sont exposées aussi sur mon site internet. Il y a très peu d'infos. C'est souvent des grandes séries qui ne portent pas du tout sur le même lieu, mais en tout cas sur plein de lieux différents. Et elles sont surtout faites pour pas être montrées aux autres urbexeurs. Enfin, c'est marrant, c'est quand je suis en expo, le jour du vernissage, les gens que j'aime le moins, c'est les autres photographes et les autres urbexeurs, quoi. Ouais. Parce que eux, ils vont être là en mode, tu l'as fait comment, c'est quoi la technique, tout ça, ça m'intéresse pas du tout de parler de ça déjà à ce moment-là. Et en plus, ils vont souvent te dire, ouais, toi aussi, t'as visité tel bidule. Mais oui, on s'en fiche, parce qu'en fait, moi, ma photo, si je l'ai faite déjà, c'est pour moi. Parce qu'elle me parle. Et ensuite, si elle est exposée là dans la galerie, c'est pour qu'elle fasse voyager des gens. Qu'elle fasse. En fait, j'adore que mes photos créent des histoires dans la tête des gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que je raconte même pas l'histoire des vrais lieux, enfin les vraies histoires des lieux, parce que souvent c'est des histoires qui sont méga décevantes par rapport à l'imaginaire qu'ont les gens dans leur tête, quoi. J'ai une photo comme ça d'un cabinet de médecins abandonné avec t'as tout le cabinet, quoi. T'as le lit d'examen, tout, sauf que ça fait 30 ans que c'est abandonné, donc c'est crado et que ça fait assez film d'horreur, quoi. Donc les gens, ils sont en train de s'imaginer un médecin fou qui tuerait des gens, j'en sais rien, en fait, ils se font des films d'horreur dans leur tête. Et en fait, c'est une histoire très triste, parce que c'est juste une histoire d'un décès familial où la maison a cessé d'être habitée parce que par chagrin et tristesse, plus personne voulait y habiter. Mais cette histoire-là, elle est tellement moins ouf que les images. Donc j'arrête de la raconter. Parce que ça ne sert à rien en fait de la raconter. Voilà. Oui, ton image raconte une histoire et c'est pas forcément la réalité, quoi. Mais l'image raconte une histoire qui est l'histoire que les gens ont bien envie de s'imaginer. Donc c'est celle-là qui est finalement la plus intéressante, je trouve. C'est là que tu les fais vraiment voyager, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que pendant tes vacances, tu vas prendre le temps d'aller chercher un lieu comme ça et de le photographier? Alors je m'étais noté, on en a parlé avant, tu m'as expliqué que c'était pas forcément le cas, mais Tchernobyl, clairement, tu vas à Tchernobyl pas pour autre chose que d'aller là-bas. Mais par exemple, l'Italie, tu as fait une série de photos là-bas. Moi, je pensais que tu étais en vacances et que tu en as profité. Tu m'as dit non, pas du tout, tu es parti pour ça, en fait. Ah ouais, exactement. Moi, c'est jamais des vacances où d'un coup je vais savoir qu'il y a un lieu là. Ça peut arriver une fois ou l'autre, mais c'est plutôt rare. Pourquoi? Déjà parce que je travaille par série. C'est-à-dire que c'était pas le cas au début, maintenant ça l'est. C'est-à-dire que maintenant quand je vais faire de l'urbex avec déjà une idée de série en tête, d'une série qui a un lien autre que juste c'est des lieux abandonnés. Ma série italienne, le lien c'est que c'est uniquement des palais d'habitation. Et qu'il y a des voûtes ou des fresques dans chacune des photos. Ouais. Voilà. C'est donc il y a un lien qui se crée et donc ce qui fait que parce que l'urbex en Italie, si tu veux faire de l'urbex industriel en Italie, des lieux il y en a 200 000, pas de souci. L'Italie c'est la folie. Mais par exemple dans mes photos d'urbex italien, il y a pas du tout d'industriel parce que j'ai conçu et j'ai conscientisé la série que j'avais envie de faire avant même d'y aller.
Il y a deux types de séries, il y a deux manières de faire des séries. Il y a des gens qui vont faire plein de photos dans tous les sens et qui après, en triant, vont se dire ah ben ça va aller avec ça va aller avec ça et ça va créer une série. Moi, je suis plus dans le fait de penser à la série avant d'y aller et d'avoir déjà des images un peu marqueurs en tête, sans savoir exactement lesquelles ça va être, mais voilà, un style d'image. Et je vais y aller spécialement pour ça. Donc la série italienne, c'est des mois de discussion en amont, des mois de recherche de lieux, de cartographie, et puis ensuite d'organisation de vas-y, on y va à quelle date, on réserve une voiture, comment on fait pour les hôtels, bref, voilà. Et donc ma série italienne, c'est 2 voyages en Italie dédiés à ça. C'était ma question suivante, c'est comment tu trouves, et voilà, ça, c'est un vrai travail de détective en fait en amont, quoi. Ouais, alors après je peux filer, enfin j'ai pas envie de filer trop de pistes sans donner les détails, mais voilà, Mais pour te donner un exemple d'un truc tout simple, c'est souvent les gens me disent ah parce que t'échanges avec bidule et bidule, oui ça arrive. On va pas se le cacher. Mais il y a pas que ça. La série italienne, par exemple, il y a un truc tout bête. En 2006-2007, l'État italien, ils ont tellement de patrimoine abandonné qu'ils ont fait des grandes ventes à 1 euro. Mais national. Et donc d'un coup, t'avais un listing avec une liste de lieux à vendre. Et ils sont trouvables facilement, ces listings. Et ensuite, t'as eu 1 an plus tard, après que les ventes se soient closes, t'as des journaux qui ont fait des rapports de comment ça s'est passé. Donc qu'est-ce qui était vendu, qu'est-ce qui l'était pas. Donc si tu mets les 2 trucs en parallèle, ben t'as l'adresse d'un lieu dans le premier listing et puis on va te dire qu'il est pas vendu dans le deuxième. Donc d'un coup tu te dis ah tiens peut-être que c'est un vrai travail de détective. C'est exactement ça en fait. Tu un petit coup de Google Street View sur la même adresse et puis ça te permet déjà de te donner quelques infos sur est-ce que le lieu est encore là, est-ce qu'il est encore debout, est-ce qu'il ressemble toujours à un lieu abandonné ou pas. Enfin tu vois. Enfin. Et après tu arrives sur place et tu vois comment tu peux y rentrer. Et comment... Ouais. Après tu vas chercher un peu plus loin, surtout sur un voyage organisé parce qu'à un moment donné où en fait sur le premier voyage j'y suis allé 2 semaines d'affilée, j'avais quand même 40 adresses, donc 40 adresses sur 2 semaines sur l'ensemble de l'Italie. Donc on a fait 3800 bornes. C'est le rythme est plutôt intense et soutenu, donc t'as envie. Enfin, tu peux pas savoir à chaque fois, mais t'as quand même plutôt envie de savoir si t'arrives en amont à savoir comment on rentre dans le lieu avant même d'être devant. Ça te fait vraiment gagner du temps, quoi. Donc si tu peux pas, bon bah tu cherches. Okay. Et puis après, il y a un autre truc, c'est que ces voyages-là, ils sont organisés certes, mais ils ont un côté désorganisé parce que des fois, tu rentres dans un lieu parce que t'as vu une image, et je me souviens très bien d'un palais dans un village comme ça de montagne. J'avais vu une photo d'un escalier en marbre, et je le trouvais dingue, et donc je voulais y aller pour cet escalier. Au final, le palais s'est révélé être un palais de 4 étages où il y avait 12 pièces par étage et elles étaient toutes peintes. Et moi qui pensais y rester 15 minutes, on y restait 5 heures, quoi. C'est la folie. Il y avait des trucs partout. Et en fait, donc oui, j'ai la photo de l'escalier au passage, mais au final, c'est ça qui t'a attiré, mais c'est pas ça qui est resté, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et donc c'est pour ça aussi que c'est des voyages qui sont organisés, désorganisés. C'est-à-dire qu'ils sont organisés, t'as les adresses, tu sais où tu vas. Bien sûr, tu vas te foirer sur certaines, tu vas pas pouvoir être rentré dans d'autres. T'as un truc qui est tombé entre temps ou qui a été détruit, qui a été repris, peu importe. Enfin, t'as toujours des surprises. T'as forcément des surprises. Mais tu peux pas réserver non plus tes nuits d'hôtel parce que justement, tu sais pas si tu vas réussir à rentrer, combien de temps tu vas rester, etc. Donc souvent, c'est des voyages où en fait, quand il est 5 heures de l'après-midi, qu'on a déjà fait 3, que t'en as plein les pattes de conduire, là on va se dire ok qu'est-ce qui est sur notre chemin pour le prochain, où est-ce qu'on se trouve un hôtel, hop tu vas t'es content d'avoir internet et d'aller direct sur Booking pour réserver pour le soir même, tu vois, un peu à l'arrache. Et c'est pas trop des hôtels de vacances, tu vois, c'est l'hôtel un peu, alors on va pas se faire un Formule 1 non plus, mais c'est un peu route, quoi. Ouais, tu fais à la route, mais c'est normal, ça fait partie. C'est l'aventure, c'est ça qui est génial. C'est le souvenir doit être beau aussi de ces moments-là pour toi. Ah oui, carrément. Il y a ce que nous on voit, qui est ce que t'as créé, mais toi, tu vis des sacrées aventures, quoi. C'est quand même. Ouais. Et puis ce que tu vois pas non plus, c'est quand je me blesse, parce que alors ça c'est un point important, c'est pour ceux qui ont envie de faire ce genre de photos ou qui vont essayer de le faire suite peut-être à ce podcast, n'y allez jamais seul. N'y allez jamais seul. Partez toujours avec 1 ou 2 copains ou copines, mais n'y allez jamais seul parce que c'est des lieux qui sont dangereux. Moi, j'ai des potes qui se sont blessés. Moi, en Italie, il y a 2 ans, je me suis fracassé 2 côtes du dos en tombant au milieu du voyage. Donc, je te laisse imaginer la gueule du reste du voyage ensuite quand t'as 2 côtes pétées et que tu peux rien y faire et qu'il faut et dormir et conduire et porter un sac photo parce que tu vas pas rentrer à la maison, hein, je te le dis. Mais voilà, donc c'est des lieux qui sont dangereux et être accompagné.
Avoir une trousse de secours dans son sac photo, on sait jamais, tu vois, pas besoin d'avoir 1000 trucs, mais ça aide toujours. Bah voilà, quand je suis tombé en Italie, j'étais content d'avoir mes 2 potes avec moi, qui a récupéré le sac photo, qui me l'a enlevé du dos, l'autre qui m'a relevé, tu vois, et qui ont pu prendre, à ce moment-là, c'était mon tour de conduire, mais bah, ils ont pu prendre le volant à ma place parce que j'étais incapable. Enfin, voilà, c'est tout bête, mais ça fait partie des choses qui sont, selon moi, indispensables de se protéger et de faire gaffe à ce qu'on fait, quoi. C'est la base, quand on va dans des endroits comme ça. C'était une question dans la question suivante. Ça va nous amener tout naturellement à Tchernobyl. J'ai envie de dire, c'est presque une suite logique de l'architecture et de l'urbex. C'est un petit peu le top de ce qu'on peut faire, non Je sais pas si c'est le top de ce qu'on peut faire. C'est très particulier comme endroit. C'est très froid. C'est très sensible presque, j'ai envie de dire, comme endroit. Moi, ça m'a attiré pour 2 choses. Effectivement, à partir du moment où tu fais de l'urbex, tu t'en fais depuis plus de 10 ans. Tu te dis que c'est un peu c'est le boss final, quoi. Ouais. Je sais pas comment dire. C'est ça, non, mais c'est le top en fait, c'est le truc ultime. Ouais, quoique tu vois, c'est pas si ultime que ça, parce que moi je l'ai fait en 2018-2019, donc j'ai fait ma série italienne après, et je la trouve tout aussi intéressante, donc tu te rends compte que c'est un ultime sans en être un, tu vois, mais en tout cas c'est un grand nom. C'est un grand passage en tout cas, ouais. Ouais, un grand passage. Il se trouve que moi je suis né en 86, donc pendant l'année de la catastrophe, que j'étais dans le ventre de ma maman quand le nuage est passé au-dessus de la France, et que mes 2 parents étant médecins, ils se sont posés plein de questions sur moi et sur le fait que est-ce que ça allait m'affecter ou pas. Et ce qui fait que pendant les 10 premières années de ma vie, quand j'étais petit, j'ai entendu le mot Tchernobyl souvent revenir à la maison sans vraiment comprendre ce que c'était, parce que je pense que tu conscientises pas une catastrophe pareille à ces âges-là, c'est impossible. Je pense même que j'avais pas vraiment conscientisé cette catastrophe avant d'y aller, même si je m'étais beaucoup renseigné, que je m'étais beaucoup documenté, que j'avais beaucoup lu, etc. Je pense que tant que tu as pas mis les pieds, en fait, il y a un truc, c'est que le gigantisme, la grandeur, les échelles de grandeur sont très difficiles à se représenter dans nos cerveaux, en fait. Et te dire que la zone d'exclusion de Tchernobyl fait la taille du Luxembourg, c'est-à-dire 2600 km², c'est 50 villes et villages. En fait, les gens pensent, et c'est ce que je pensais un peu au départ aussi, que Tchernobyl c'est la centrale et la ville de Pripyat à côté, tu vois. Et en fait, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus grand que ça, c'est tellement plus vaste que, et ça sans y avoir mis les pieds, je pense que c'est difficile de s'en rendre vraiment compte, quoi. Il y a un truc que je note dans ce que tu es en train de dire. Donc, tes parents ont eu peur à ta naissance pour toi de Tchernobyl. Et toi, à 25 ans, t'as été là-bas. À 35 ans. À 35 ans, pardon. À 35 ans, t'as été là-bas. Ouais. Tes parents, ils ont réagi comment Très mal. Non, très mal. Oui et non. Ils me connaissent et ils savent que je suis quelqu'un de plutôt très précautionneux, tu vois. Je prends quasiment jamais de risques inconsidérés dans ma vie, et que donc si j'y vais, c'est en étant très connaissant, enfin en ayant une vraie connaissance de ce qui s'y passe, de comment ça se passe avec la radioactivité, de qu'est-ce que ça entraîne, de comment m'en protéger, de quelles sont les mesures que je dois prendre et comment je dois mesurer la radioactivité que j'engrange ou pas pendant le voyage, voilà. Bref, ils ont compris que c'était pas genre une lubie et que quand j'en ai parlé, ils sentaient que c'était déjà bien prévu et bien pensé. Qui avait déjà bien planifié le truc au départ. Ouais, totalement. Mais voilà, que c'était pas genre je vais faire ça de manière à l'arrache en faisant le con. Mais justement, alors par rapport à la sécurité, par exemple, tu parles des radiations. J'imagine qu'il y a aussi des gens qui vont traîner là-bas pour soit faire des photos, soit piller, soit peut-être qu'ils vivent même là-bas, je sais pas, mais c'est pas, ça me semble pas si impossible que ça en réalité. Comment ça se passe en termes de sécurité là-bas? Qu'est-ce que tu as prévu, par exemple les radiations? Comment ça se passe? Alors déjà, faut dire, déjà on parle d'un truc qui est actuellement en guerre, donc ce qui fait que c'est là aujourd'hui. Je parle un peu au passé malheureusement, et j'espère pouvoir y retourner et revoir mes potes de là-bas un jour quand je pourrai. Mais voilà, pour l'instant c'est pas le cas. Mais au-delà de ça, comment ça se passe? Donc déjà c'est une zone d'exclusion qui est protégée, donc elle est complètement fermée. Alors bien sûr, vu que c'est des barbelés partout autour, on peut imaginer que des gens y passent à l'arrache, ça arrive. J'en connais qui l'ont fait, mais si tu veux le faire comme moi, il faut obtenir des autorisations. Puisque moi je l'ai fait sous autorisation, donc tu vas passer des checkpoints, il y en a plusieurs, plus tu t'approches de la centrale, plus il y a des checkpoints un peu violents, et plus il te faut des autorisations aussi un peu violentes. Donc t'as une vraie vie
dans Tchernobyl. En fait, t'as une vraie vie de gens qui n'y dorment pas, mais qui travaillent. Donc déjà, t'as ces gardes frontières, voilà, enfin, qui sont armés, tout ça, voilà, t'es quand même. Qui ont un 3e œil au milieu du front à force de travailler là-bas, non? Non, même pas. En fait, ce dont tu te rends compte, c'est que la zone, à plein d'endroits, elle est pas du tout radioactive. Parce que la radioactivité, c'est pas, ça touche pas les choses et les endroits de manière uniforme en fait. Il y a des endroits où ça se dépose, des endroits où ça se dépose pas, et donc il y a plein d'endroits dans la zone où ton compteur te donne une mesure qui est à peu près équivalente à celle d'ici en Alsace, quoi. Enfin, tu vois, t'es pas du tout. Dans l'air, c'est ça que tu dis. C'est juste qu'elle est accrochée à des objets, mais elle est pas dans l'air. Elle est pas dans l'air, non. Non. Elle est dans la poussière. Ouais. Donc la poussière tu la renifles, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mes 2 voyages en plein hiver, parce que l'hiver a un avantage, c'est qu'il y a de la neige et que la neige bloque la poussière au sol et donc que t'en renifles vachement moins. Donc la zone est moins radioactive, beaucoup moins radioactive l'hiver. Beaucoup de scientifiques qui travaillent dans la zone sont par exemple sur le tracking des feux de forêt, parce que les feux de forêt vont faire remonter la poussière dans les nuages qui vont ensuite se balader ailleurs que dans la zone, et ça c'est potentiellement dangereux. Il y a eu ça d'ailleurs entre les 2 confinements en 2020, il y a eu des gros feux à Tchernobyl et puis ça avait entraîné une augmentation de la radioactivité ici en France. Alors de pas grand chose, hein, mais suffisamment pour que ce soit notable. Aucun danger pour la vie qui que ce soit, mais voilà. Et donc oui, il y a forcément un tracking de tout ça, quoi. C'est obligatoire. Donc tu vas l'hiver. C'est plus simple pour ta vie. Enfin, c'est plus. En tout cas, tu es sûr de moins renifler. Ensuite, ce qui retient très très bien la radioactivité aussi, c'est le métal. Et là, ce qui est très impressionnant, c'est que tu te balades dans la rue, à Pripyat par exemple, dans une des grandes avenues, et puis t'as des bouches d'égout, quoi, enfin des plaques de tout l'état d'égout là, au sol. Et tu marches et il y a rien. Mais genre ton compteur, il est en mode tranquille. Et 2 mètres avant la plaque, là il commence à partir dans tous les sens le compteur, et plus tu t'approches de la plaque, plus il monte, quoi. Et il monte fort. Ça veut dire qu'il faut pas toucher la plaque en fait. Ah, ça veut dire qu'il faut même pas rester à 1 mètre de la plaque. En réalité, plus de 5 secondes, c'est là, ce serait vraiment joué, quoi. T'as une casse automobile. Alors là aussi, le métal, tout ça. Dans cette casse automobile, t'as l'un des premiers camions de pompiers qui a été sur les lieux, et puis t'as un des camions qui a été chercher du gravat avec une pince. La pince là. On avait tendu une immense perche, et on avait mis le compteur à 3 mètres. On était encore à 3 mètres au bout de la perche, on était encore à 3 mètres de la pince. La valeur qui est dans la pince, si t'y restes, allez, 3 minutes, tu y passes dans les jours à venir. Donc, mais en même temps, vu que la radioactivité va pas non plus être trop, va s'arrêter très vite, tu vois, elle va pas avoir les radiations vont s'arrêter vite. Si t'es à 5-6 mètres de la pince, il se passe rien, quoi. Voilà. Je me suis toujours posé la question en fait, parce que c'est vrai que quand on dit Tchernobyl, irradié, t'as l'impression que c'est dans l'air et que c'est comme s'il y avait une bulle au-dessus. Et voilà, et en fait c'est intéressant de comprendre ça et comment ça fonctionne en fait. Pas du tout. Et en fait, par contre, ce qui moi m'affole, c'est nous on y va et on était très encadré, mais c'est parce que c'était une décision de ma part, hein, et donc on avait toutes les infos. Donc là-dessus on était très safe, et je vais en parler juste après, parce que tu me demandais comment se prémunir de la radioactivité. S'en prémunir, c'est déjà avoir un très bon guide qui connaît très bien les lieux et qui comprend comment ça marche. Mais donc voilà, donc on fait ce test avec la pince et tout, juste pour voir notre compteur Gégère complètement exploser les plafonds et tout, mais en sachant que nous-mêmes on est safe. Quand la série Tchernobyl est sortie, la série télévisée est sortie quelques mois après. Moi, c'était après mes voyages. Là, d'un coup, il y a une explosion d'Instagrammeurs et tout qui y sont allés. Et là, j'ai vu des photos d'Instagrammeurs qui se sont pris en photo en rentrant dans la pince, quoi. Et tu fais, putain, les gars, vous avez rien compris, quoi. Enfin, après, ça va vous tuer vous, en fait. Mais bon, vous êtes cons, quoi. Enfin, c'est la folie de faire ça, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, oui. Mais voilà, après c'est un mal invisible. Donc il y a aussi ça, c'est qu'en fait, si t'as pas le compteur, si t'as pas la connaissance, si t'as pas tout ça, tu ressens rien. Si t'es pas préparé, en fait. Ouais, tu sais pas que c'est là, en fait. Donc tu te balades, pour toi, c'est comme si c'était normal, quoi. Après, tu tombes malade, et puis voilà, si t'es pas préparé. Et après, tu te chopes un cancer dans 20 ans, et tu vas te demander pourquoi, mais c'était potentiellement à cause de ça, quoi. Ouais. Donc en fait il y a un truc où oui, moi c'était assez simple. J'avais une mesure qui était assez facile pour moi. Moi qui suis cartésien, j'aime bien les valeurs, les chiffres et tout. C'est qu'un travailleur du nucléaire français a le droit, selon l'Union européenne et le droit français, d'absorber jusqu'à 20 000 microsieverts par an de travail. C'est-à-dire, il travaille dans une centrale nucléaire en France, et il peut absorber jusqu'à 20 000 dans la vie normale de tous les jours.
chaque année. Et après, il y a des doses supérieures qu'il peut absorber en cas d'accident, en tout cas de moments plus critiques, etc. Voilà. Mais à 20 000, tout le monde te dit que ta vie, tu ne risques rien. Voilà. Donc je me suis dit, bah voilà, j'y vais 5 jours, il faut pas que je dépasse 20 000. Ouais. Et donc là, c'est là que le compteur le plus important, c'est pas le GGR, parce que le GGR, il va te donner une mesure instantanée, une mesure à l'instant T, en disant là il y a un pic, là il y a pas de pic, enfin tu vois, à l'endroit où t'es, etc. C'est pas la mesure la plus intéressante. La mesure la plus intéressante, elle t'est donnée par ton dosimètre, qui lui va te donner ta mesure cumulée. Et c'est pour ça qu'un dosimètre, ça se prête pas, c'est pas un dosimètre par groupe, c'est un dosimètre par personne. Tu l'as à ta ceinture et et comme ça, lui, il va vraiment te dire où t'en es toi en fait. Voilà. Et sur le premier voyage, j'ai pris 16 000 sur 20 000, tu vois. Donc 5 jours. Ouais, 5 jours. Donc ça va plutôt vite. Mais après 5 jours où j'ai fait des bêtises, mais des bêtises encadrées. C'est-à-dire que d'un coup, quand tu vas rentrer dans certaines pièces de la centrale, parce que je suis rentré dedans, oui, cette pièce-là, elle est violente en termes de radioactivité. Mais si tu restes 10 secondes, certes, tu vas prendre beaucoup d'un coup, mais tu vas pas prendre assez pour crever les plafonds et crever toi-même en fait. Donc en fait c'est comprendre aussi que la radioactivité c'est pas juste une puissance radioactive, c'est aussi une puissance radioactive avec un temps d'exposition. C'est pour ça quand on en parlait, j'avais dit t'as accès à Tchernobyl, t'as accès à tout et n'importe quoi et je t'ai cité cette salle de contrôle à laquelle t'aurais jamais accès. Tu m'as dit non, t'y as pas forcément accès, c'est à cause de ça? Ah non, mais t'y as pas accès du tout en fait. En vrai, je veux dire, il faut. Là encore une fois, j'ai dû montrer très grande patte blanche pour pouvoir rentrer dans la centrale. La centrale, elle est gardée. C'est d'ailleurs le point névralgique de travail parce que les réacteurs, le réacteur 3 a pété, le réacteur 4 qui était juste à côté est très ébranlé par ça. Donc c'est l'inverse, c'est le réacteur 4 qui a pété, c'est le réacteur 3 qui est très ébranlé. Donc forcément. Voilà, mais les réacteurs 1 et 2 qui sont très loin dans la centrale, ils n'ont pas été touchés du tout. Donc ils sont hyper safe, les locaux sont pas du tout irradiés, bien sûr, en plus ils sont protégés. Donc en fait ces locaux-là sont devenus les locaux des scientifiques qui bossent dans Tchernobyl. À l'heure actuelle, c'est devenu le point névralgique donc de croiser des humains à cet endroit-là, t'en croiseras tout le temps quoi. D'accord, il y a des gens qui travaillent là-bas en fait. Ah ouais, tous les jours. Il y a même une cantine. J'ai mangé à la cantine de la centrale de Tchernobyl, tu vois. C'est quand même, tu vois, tu te dis dans les trucs de vie à faire, voilà. Mais oui, j'ai mangé à la cantine de la centrale. C'était bon donc ou pas? Hein? C'était bon ou pas? C'était très bon. C'était un truc au fromage, bien bourrin, en plein hiver à moins 20 degrés. C'est exactement ce qu'il me fallait. Une carotte de 7 mètres de long et de 27 kilos. Non, mais alors c'est marrant parce que ça aussi, tu vois, par exemple, certains scientifiques sont regardent l'évolution de la faune et de la flore. Alors, je dois avouer que j'ai plus été intéressé par la faune que la flore, mais il t'explique que chez les renards particulièrement, les générations de renards actuelles ont un foie et une thyroïde bien plus développés que chez un renard standard. Parce qu'en fait leur corps s'est adapté à cet environnement un peu particulier, mais c'est pas pour autant qu'ils ont 2 queues et 5 pattes, tu vois. Enfin, mais par contre il y a quand même une mutation, mais une mutation bien plus pas anodine, mais bien plus. Ils se sont adaptés quoi. Ils sont adaptés, tout simplement. Ouais. Et par exemple un renard, nous on en a croisé un très beau. Alors pareil, ça rentrait pas dans ma série, donc j'ai fait la photo, mais elle est pas affichée. Mais on a croisé un magnifique. Il est venu à 1 mètre de nous. Et il est venu nous renifler, il avait pas peur du tout, il est resté 5 minutes, il s'est pas approché plus qu'1 mètre, mais voilà, il montrait aucun signe d'agressivité, rien, mais il venait juste voir un truc qu'il connaissait pas, quoi. Il vient checker, quoi. On a croisé des ours, on a croisé des rennes, on a croisé des chevaux sauvages, on a croisé, voilà. Et eux, ils ont pas l'air d'en souffrir outre mesure, quoi. Ils s'adaptent. Après, la nature elle-même t'aide, hein. Je veux dire, il y a des champs entiers dans lesquels t'as pas une herbe qui pousse. Rien. T'as un gros panneau radioactivité juste avant, puis tu vois que le champ, il y a rien qui pousse. Alors que partout ailleurs, je veux dire, sur le balcon du 12e étage d'un immeuble à Pripyat, on a vu des arbres pousser sur le balcon. Tu fais, ok, la nature pousse vraiment partout. Et là, sur ce champ entier, il y a rien. Et tu te dis, là, c'est la nature qui est en train de te dire, là, mon gars, là, faut pas mettre les pieds là. Là, c'est pas bon. Mais souvent, c'est des champs d'enfouissement. C'est-à-dire, c'est des endroits où ils ont pris les déchets radioactifs, ils ont fait des gros trous, ils ont foutu ça dedans, ils ont refermé avec la terre, quoi. Donc, forcément, le champ entier, c'est l'enfer. T'as l'endroit où pareil, ça, c'est un des endroits où j'ai pas eu d'autorisation d'accéder. Parce que l'endroit est vraiment beaucoup trop dangereux, mais t'as le cimetière des hélicos. Les hélicos qui sont passés au-dessus de leur centrale, ils ont lâché du bord pour éteindre les flammes. Et ces hélicos sont ultra radioactifs, et donc ils ont été posés, t'en as une douzaine qui sont posés les uns à côté des autres. T'as des herbes hautes qui poussent tout autour, mais jusqu'à 5 mètres, quoi.
Et après, t'as plus rien. T'as rien qui pousse, t'as les hélicos. Mais voilà, ça fait partie donc, c'est en fait très facile de s'en prémunir. Tu vois, je veux dire, c'est pas, t'as quelques règles simples à respecter. Tu ouvres pas une porte fermée, parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Tu touches à rien. Tu manges pas et tu bois pas quand t'es à l'extérieur dans la zone et que t'es pas dans une zone un peu confinée comme par exemple la cantine de la centrale, voilà. Mais sinon tu manges pas et tu bois pas quand t'es à l'extérieur parce que manger et boire ouvre les capillarités de ton corps et donc fait que tu absorbes un peu plus vite de radioactivité. Tu couvres un maximum des parties de ton corps et tu ne ramènes pas des choses sur lesquelles il y a eu de la poussière radioactive chez toi. Parce que le pire, ce serait ça, c'est tu ramènes ton trépied photo, il y a eu de la poussière dessus, encrassé partout dedans, et tu la respires tous les jours, parce que d'un coup, il est à côté de toi, à ton bureau, tu vois. Et ça, c'est pas bon, parce que d'un coup, comme le problème, c'est la mesure cumulée, et pas la mesure seule, en cumul, tu vas prendre beaucoup, parce que tu vas prendre un petit peu tous les jours, mais tu vas prendre. Mais du coup, ton appareil photo et ton matos, t'as fait quoi ? Alors, l'appareil photo que j'utilisais à l'époque, j'étais ambassadeur Hasselblad, et il a été nettoyé par Hasselblad. Je l'ai envoyé chez les Victor en les prévenant, ils savaient pourquoi, etc. J'ai même été exposé à Arles sur la première série par Hasselblad, et ils avaient exposé le boîtier qui m'avait servi en disant n'y touchez pas, celui-là il est. Bon, c'était t'as beaucoup de comment dire de mysticisme autour de ça, tu vois, c'est parce que il y a très peu de réalité en vrai là-dedans, mais bref. Le trépied, je l'avais emballé dans du cello, donc en fait, ça m'a permis qu'il soit le moins touché possible. Voilà, tu fais gaffe. Les chaussures que j'avais là-bas, c'est des chaussures Decathlon que j'avais acheté 40 balles juste pour ce voyage et que j'ai jeté sur place avant de repartir. Enfin, tu vois, tu prends quelques... Oui, tu prends du jetable, quoi. Tu prends du jetable, ouais, c'est le plus simple, en fait. Alors, voilà. Ça va nous amener à la question suivante, parce que t'as pas fait un voyage à Tchernobyl, t'en as fait 2. Ouais. C'est à ce moment-là, quand on a discuté, que j'ai dit il faut que je lui parle à celui-là. Parce que vraiment, c'est Tchernobyl sur pellicule irradiée. Alors, avec tout ce que tu viens de nous expliquer, la pellicule a été irradiée et donc tu n'es pas censé la manipuler, parce qu'il me semble qu'il y a du métal aussi dans la pellicule. Ouais, t'es pas trop censé la manipuler, j'ai manipulé que avec des gants. Ouais. Forcément. Donc, ouais, cette histoire. Alors, je disais, t'es obligé d'avoir un guide. Alors là, j'en ai pas assez parlé jusque-là, mais en même temps, je suis trop long des fois quand je parle, donc je vais pas faire, je sais pas combien de temps de podcast tu veux faire. Mais donc, moi, ce premier voyage, quand je l'ai organisé, la première chose que tu cherches des mois avant d'y aller, c'est un bon guide. Parce qu'en fait, ce bon guide, il va t'offrir plein de choses. Déjà, il va t'offrir des connaissances sur place, il va t'offrir des facilités sur place, et il va surtout t'offrir le fait qu'il est très intégré avec justement les autorités de la zone, et donc il va t'ouvrir des portes. Il y a des bons guides et des très mauvais guides. Les très mauvais guides, ils vont juste vouloir du pognon. Alors, je parle de ça avant la guerre, bien sûr, mais avant la guerre, t'allais à Kiev, sans rien avoir organisé, tu cherchais une agence de dark tourisme et le lendemain tu pouvais te retrouver à Pripyat. Et le lendemain, en étant à Pripyat, tu pouvais t'asseir dans une auto-tamponneuse là à côté de la grande roue, auto-tamponneuse extrêmement radioactive. Ouais. Donc pareil, essence sans compteur, sans rien, hein, et j'en ai vu des gens faire ça au moment de mes voyages. Donc tu fais, ok, ça c'est les très mauvais guides, ça c'est les voyages que je voulais pas faire, c'est le truc, voilà. Les très bons guides, c'est ceux avec qui tu vas pouvoir déjà aller où tu veux. Et c'est ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire moi j'ai dit les endroits de la zone où j'avais envie de me rendre et que j'avais envie de photographier, et j'ai pu quasiment tous les faire, bon, les hélicos mis à part, mais voilà. Et puis d'autre part, ils vont t'offrir justement toute la sécurité autour de toi, etc. Et ils vont t'offrir aussi des choses. Moi je voulais par exemple dormir chez l'habitant. Alors pas dans la zone, mais on dormait chez l'habitant à 1 kilomètre du bord de la zone, donc ouais. Tu vois, voilà. Et c'est lui qui m'a trouvé un habitant qui était prêt à nous héberger, au compte paiement bien sûr, mais j'avais pas envie de le vivre comme un touriste. J'avais pas envie de, tu vois, j'avais envie de faire ça un peu avec les locaux et tout. Et donc, j'ai trouvé Alex, mon guide, qui est un véritable historien de la zone, parce que lui-même a une histoire personnelle avec, parce qu'il y est né. Et que 2 ans après il y a eu la catastrophe et que ses parents donc déménagé à Kiev et ne lui ont jamais raconté l'histoire, et quand il la découvre 20 ans plus tard, il décide de comprendre d'où il vient et il tombe amoureux du lieu, donc il devient vraiment il travaille là-bas tous les jours. Un véritable historien du lieu, parce que en plus de ça il a des compétences techniques, donc il recrée des cartes mères qu'il retrouve dans des vieux serveurs de là-bas, enfin des trucs fous quoi, bref. Un mec passionnant qui fait que on était vraiment passionné par ces histoires et qu'en plus pour une fois il avait le sentiment de pas avoir affaire à juste des touristes qui avaient envie de faire des photos dans tous les sens sans s'intéresser vraiment à ce que lui racontait. Et le courant est vraiment très très bien passé entre nous.
Et ce qui fait que 6 mois plus tard, après mon premier voyage, Alex m'envoie une photo, faite au téléphone, de 10 rouleaux de pellicules Svema, donc de pellicules de l'ex-URSS, d'une marque d'ex-URSS, et il les a retrouvées dans la zone, dans un meuble. Et elles sont neuves, emballées dans leur petite boîte en carton, voilà, et datées de 85, donc d'avant l'explosion. Donc ça veut dire qu'elles ont subi l'explosion et elles ont surtout après subi 34 ans de vieillesse, ouais. et de pas être gardées comme il faudrait être gardées, mais voilà. Et il me dit juste ça, il me dit si tu reviens, elles sont à toi. Voilà. La réponse que je lui ai donnée, c'est je reviens. Ah bah oui, ça arrive. Alors ça a mis 6 mois d'organiser le deuxième voyage et tout, hein. Ça se fait pas toujours comme ça. J'ai pas pu faire de test, donc je savais pas ce que ça allait donner. Je m'étais renseigné, j'avais trouvé des gens qui avaient acheté de la Svema datant de ces années-là sur eBay, mais qui avaient pas subi la même chose que celle-là, et qui disaient que grosso modo ils arrivaient à sortir 2 photos sur 10, quoi, exploitables vu l'âge de la pellicule. Voilà, donc c'était un peu la crainte aussi, mais c'était la crainte, mais ça faisait partie du projet, c'est-à-dire tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas comment tu vas faire et comment ça, si t'as un vrai risque aussi, t'en as une qui craque dans l'appareil, enfin tu vois, c'est un truc bon. Et puis je m'étais renseigné aussi avant sur les labos pour réussir à développer ça, parce que bien sûr c'est fait avec c'est de la pellicule couleur, j'ai pas précisé, pellicule couleur 50 ISO à la base, donc tu avais des chimies spécifiques pour les développer. Je voulais vraiment qu'elles soient développées en couleur, parce qu'il était possible avec des chimies modernes de la développer en noir et blanc, mais c'est pas ce que je voulais. Et j'ai trouvé très peu de labos qui acceptaient de le faire. Aucun labo en France n'a accepté de me les prendre. Et c'est finalement un labo en Ukraine qui a accepté de me les prendre. Le mec m'avait dit par contre ça va prendre du temps parce que d'un coup c'est des chimies compliquées qui sont déjà vieilles, il faut que je nettoie tous mes bains, faudra que je les renettoie après avoir développé ton boulot, enfin tu vois, voilà, bref. Elles sont plus du tout radioactives aujourd'hui, hein, faut le noter, hein, parce qu'elles ont tellement été lavées dans de la chimie justement de développement que aujourd'hui elles ne représentent plus rien. J'avais fait une vidéo avec un youtubeur très connu autour de ça, et puis on avait planqué un petit morceau d'uranium sous les pellicules, et on avait passé un compteur dessus pour la blague au début de vidéo pour faire croire qu'elles sont radioactives. Puis vers le milieu de la vidéo, on dévoile la supercherie en disant non, elles ne sont pas du tout en fait. C'est juste qu'on a mis un petit morceau en dessous qui fait que le compteur part en couille, mais sinon voilà, c'est pas du tout risqué. La question que ça me fait poser, c'est comment est-ce que tu as eu un petit morceau d'uranium ? C'est pas moi, c'est lui qui en a un. Tu peux trouver ça à l'achat assez facilement sur internet. D'accord, ça me semble tellement. Mais c'est un morceau de caillou comme ça, hein, emballé dans une boîte. Et encore une fois, je disais, il y a une question de distance. Donc en fait, ce petit morceau de rien emballé dans une boîte, tu le mets sur une étagère dont personne ne s'approche, enfin où tu t'approches de temps en temps, mais pendant 10 secondes, tu crains absolument rien en fait, tu vois. Enfin, par contre, effectivement, tu le mets dans ton oreiller et tu dors dessus toutes les nuits. Bon, c'est peut-être moyen, quoi. Mais voilà. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Oui, donc voilà. Donc je suis vraiment devenu pote avec Alex. Vraiment devenu pote avec Alex, et donc il me propose ces pellicules. C'était de la 120. Oui, j'ai pas précisé ça non plus. C'est donc la pellicule 120, la pellicule moyen format. Et à l'époque, je possédais un appareil moyen format en 6.9. Donc je savais que je pouvais faire 8 photos par rouleau, avec 10 rouleaux, donc 80 photos max. Voilà. Sachant qu'elles sortiraient pas toutes. Sachant que je savais pertinemment qu'elles sortiraient pas toutes. Il y avait plein de décisions à prendre. Comment est-ce que j'allais faire ? Est-ce que je répétais 2 fois la même photo, par exemple ? Est-ce que je la cliquais 2 fois juste pour espérer qu'une des 2 sorte ? J'ai décidé que non. J'ai décidé que chaque image serait unique. Et que c'était un pari. C'est-à-dire que ce qui sortait sortira, et ce qui sortira pas sortira pas. Voilà, tant pis. Donc il y a plein d'images qui n'existent pas. Juste parce qu'il n'y a rien à montrer en fait. Alors c'est rigolo parce que il y a rien à montrer et en même temps si. Et jusque là, pour l'instant, j'ai pas pris la décision. Il y a plein de gens qui me poussent à le faire, mais j'ai pas osé le faire encore. Il y a plein de gens qui entre guillemets me poussent à montrer les 80. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les images sont pas montrables, tout simplement parce qu'il y a tellement de matière sur la pellicule que tu ne vois plus à travers la matière. C'est-à-dire tu vois juste de la matière, mais tu vois plus de photos en fait. Mais ce qui fait que t'as quand même une image à montrer potentiellement. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que quand il a vu, parce que moi j'ai scanné les 80, donc je les ai, la personne m'a dit, mais en fait, plutôt que de la présenter comme tu la présentes ta série, il faudrait peut-être les présenter de la plus lisible à la moins lisible.
parce que dans la série, quand tu regardes la série, tu vois qu'il y a des photos beaucoup moins lisibles que d'autres. Il me disait, ouais, si tu la rangeais de la plus lisible à la moins lisible, ce serait très intéressant aussi, en fait. Ça la présenterait totalement différemment. Et que là-dedans, d'un coup, les images lisibles, entre guillemets, elles ont un intérêt. Oui, tu vois le truc qui baisse. Ouais, quoi. c'est ça. Donc voilà. Après, la dégradation de ces pellicules est pas tellement due, n'est pas complètement due à la radioactivité. Le temps, je veux dire, tu prends une pellicule de Kodak moderne, là, une Portra 400, tu la laisses pourrir dans un jardin en Alsace pendant 33 ans, tu la récupères dans 33 ans, tu la mets dans un boîtier. Elle sera pas en bel état et elle va te sortir des images super bizarres, je peux te dire, tu vois, la chimie aura bougé. De toute façon, une pellicule, ça a à peu près, une pellicule moderne, ça a 2 ans de date limite de consommation, tu vois, c'est écrit sur la boîte. Au bout de là, la chimie bouge, elle est moins sensible à la lumière, il peut commencer à y avoir des variations de couleurs, des champignons peuvent se développer aussi en fonction de comment elle est conservée, mal ou bien. Voilà, bref. Donc déjà une grosse partie de l'évolution de mes pellicules et des photos de ces pellicules, c'est dû à ça, c'est dû à leur vieillesse. Il y a quelques effets que je peux savoir être reliés à la radioactivité. Et particulièrement sur une des photos, c'est très visible, c'est sur la photo de la Grand Roue, qui est très connue à Tchernobyl. J'ai une photo où la Grand Roue est un peu un petit dans l'image, c'est vraiment une photo de paysage. Et sur cette photo, tu le vois sur d'autres, mais sur celle-là c'est très visible, tu vois des bandes verticales récurrentes et qui sont toutes écartées du même écart. Et en fait, quand tu prends les photos de Igor Kostin, qui était le photoreporter ukrainien qui a documenté la catastrophe à l'époque, et qui est monté sur le toit de la centrale avec les mecs de l'armée qui avaient le droit d'y rester 90 secondes emballés dans 1000 couches de papier d'alu pour espérer que ça passe pas et pour qu'ils nettoient avec des balais ce machin-là, tu vois, enfin voilà, l'enfer. Donc il est monté là-dessus, sur cet endroit ultra radioactif. Et lui, il est monté avec des boîtiers modernes, enfin des boîtiers modernes de l'époque, tu vois, il a Nikon F5 ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'il avait à l'époque. Et il mettait de la pellicule noir et blanc, neuve, lui. Sauf que ces photos-là, elles ont été attaquées par la radioactivité très fort, très vite, comme les humains. Et tu vois les mêmes bandes sur ces photos. Tu vois les mêmes sinusoïdes. En fait, tu vois la sinusoïde de la radioactivité qui a attaqué la chimie, en fait. Et ça, tu le retrouves sur mes images, sur certaines, pas sur toutes, parce que certaines ont peut-être plus subi que d'autres. Mais voilà, donc sur certaines images, tu revois ça exactement, et donc ça, tu sais que c'est dû à ça. Après, à quel point les champignons visibles sur les images sont dus à ou la vieillesse ou la radioactivité, je peux absolument pas dire. En tout cas, il y avait ce challenge-là, donc ça veut dire qu'il fallait savoir comment exposer, parce que ça s'expose pas de la même manière. Ouais, alors c'est un peu empirique, bien sûr ça s'expose pas de la même manière, donc moi j'ai le calcul empirique, c'est que on dit que que les pellicules perdent un IL par 5 ans de vieillesse. D'accord. Donc moi j'étais en mode 35 ans égale 7 IL. Donc voilà, il faut bien surexposer quoi. J'ai exposé 7 fois plus fort qu'il ne fallait. Et au final, ça a marché. Enfin, au final, les photos sont ni sur X, ni sous X. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que alors, ce qu'on voit à la fin, c'est que t'as l'impression que quand t'es photographe, tu peux un peu tout faire à l'arrache. Ce truc, en fait, toi, t'as tout préparé minutieusement. Tu t'es bien renseigné, t'as fait vraiment tout ce que tu pouvais en amont, et une fois que ça s'était réglé, t'as été faire les photos, quoi. Mais mais tout en pariant sur le fait que ça marche, parce que d'un coup, t'as beau avoir réfléchi, avoir calculé, avoir machin, t'avais une part énorme de risque pour que j'ai 0 image, en fait. Mais c'est le secret des grandes photos, je crois, le risque, non? En tout cas, c'est l'investissement, le secret des grandes photos. Et quand je dis l'investissement, c'est pas l'investissement financier, c'est l'investissement de temps et de moyens personnels. C'est-à-dire, c'est le sortez, faites des photos, tu vois. C'est tu restes pas chez toi, quoi. Ouais. Moi, je prends l'exemple souvent de 2 photographes que je connais. Je citerai pas les noms parce qu'on s'en fout, mais les 2 font le même type de photo. Ils font de la photo d'éclair, de photo d'orage. Ouais. Et les 2 maîtrisent parfaitement la technique de la photo d'éclair, tu vois, bien l'exposer, le bon temps de pose, tout ça, le matériel qu'il faut autour. Ils ont tous les 2 ce qu'il faut, pas de problème. T'en as un, quand t'as des éclairs qui passent au-dessus de sa maison, il sort en robe de chambre et en claquette, il pose son trépied et il fait des photos. Et donc sur sa photo, tu vois des beaux éclairs, mais tu vois aussi la bagnole de ses voisins et le pavillon du voisin d'à côté et 3 arbres, quoi. Ouais. Et donc la photo est une photo d'éclair réussie, mais c'est une photo inintéressante. Et à côté de ça, t'en as un autre, il s'est fait une carte de France des 600 plus beaux spots de photos de paysage qu'ils connaissent. Il a un tracking dans sa camionnette des éclairs en
permanence, et quand il voit qu'un éclair va passer sur tel chemin, il regarde sa carte de spot et puis il se dit ok, si je me mets à ce spot là, j'aurai en même temps une magnifique photo de paysage et un éclair qui passe dedans, si ce n'est plusieurs. Bah lui, il est exposé dans tous les plus grands festivals, quoi. Parce qu'il y en a un des deux qui s'investit 1000 fois plus que l'autre, en fait. Mais il y en a un qui essaie de raconter une vraie histoire aussi. Ouais, mais il y en a qui, enfin, tu vois, la vraie histoire, elle est dans son investissement. Je me donne pour faire une très belle image, et c'est pas juste une question de technique, de matériel, de boîtier, de tout ce que tu veux, tu vois. C'est ce qu'on a tendance à oublier assez facilement, un peu tout le temps. Et donc pour moi, l'investissement, c'est ça, c'est sortir de chez soi, penser, réfléchir à des choses, te dire qu'est-ce que je vais faire demain, comment je l'organise. Voilà. C'est-à-dire sortir vite, c'est la première étape, et puis une fois que t'as pris ce pli-là, c'est peut-être de réfléchir en amont, quoi. Tu vois, techniquement, parce que c'est toujours pas totalement figé dans le marbre, mais normalement en mars-avril, je pars en Afrique du Sud faire de la photo animalière. J'en ai jamais fait de ma vie, jamais. J'ai jamais fait de photo d'animaux. Mais par contre, ça fait 1 an que j'en parle, ça fait 1 an que je me prépare à ça, que je réfléchis à comment je vais les faire, que j'en parle avec mon cousin qui est photographe animalier, c'est avec lui que ça se déclenche un peu cette idée-là, et voilà, et que on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, est-ce qu'on va vraiment aller juste à Kruger comme tous les touristes, ou est-ce qu'en fait on va se prendre plutôt les gardes frontières qui vont nous faire marcher 6 jours entre le Zimbabwe et je sais pas où, avec eux à pied pour aller faire des images. Je sens que ça va être ça l'option, en réalité. Ouais, c'est plutôt ça l'option, ouais. Clairement. Non mais voilà, c'est aussi ça, c'est, tu vois, qu'est-ce que pourquoi? Et je te parle de ça, et j'ai pas envie de me donner trop d'attentes à des gens, parce que potentiellement je reviens avec rien. Enfin, ou rien qui me plaise. J'en sais rien. C'est une première pour moi aussi. Donc t'as beau te préparer autant que tu veux, il y a un moment donné, c'est pas pour ça que ça va te faire des bonnes images non plus. Pas de garantie, ça c'est sûr. Ça c'est une vraie réalité. En s'éloignant un petit peu de Tchernobyl et de tout ça, au final, j'ai envie de dire, tu es un photographe de la géométrie, parce que quelles que soient les photos que tu fais, il y a toujours cet aspect géométrique qui, pour moi, me semble être le vrai fil conducteur de ton travail. Ça se retrouve, il y a une série dont on n'a pas parlé encore, mais qui s'appelle Alienamétrie. C'est vraiment la géométrie, la symétrie poussée à l'extrême. Ça me fait me demander, en fait, comment toi, tu vois le monde. Alors pour juste parler d'alienamétrie rapidement, donc c'est des fausses symétries. Alienamétrie, je le dis tout de suite, c'est pas des vraies. Donc il y a que la moitié de l'image à chaque fois qui est vraie, et l'autre moitié c'est juste un renversement de l'image pour créer une fausse symétrie. L'idée de cette série, c'était de questionner les gens. En fait, quand je la montre la première fois, je le dis pas. Alors maintenant je l'ai dit, donc c'est un peu plus simple. Mais techniquement, quand je montre la série de photos aux gens, je la dis pas. Je dis pas ça, et je les laisse regarder. Je leur dis juste que ça a été fait à Dubaï. Et après, l'idée, c'est de leur dire qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Et je sais que souvent chez tout le monde, les 10 premières minutes où je regarde les photos, ils pensent que c'est vrai. Ils sentent qu'il y a un truc qui bug, mais ils savent pas dire quoi, et donc ils sont juste en train de se dire que l'humain a été assez fou pour faire ça. Pour créer ça. Et après, ils se rendent compte que ça bug parce que j'ai volontairement pas fait de retouche. C'est-à-dire que volontairement, j'ai gardé le fait que tous les détails soient les mêmes à gauche comme à droite. Alors que j'aurais pu éteindre une fenêtre ou machin pour vraiment pousser le vice à faire croire que c'est réel. Mais non, j'ai gardé volontairement le fait que ce soit... Enfin, tu vois que c'est une fois que t'as compris, tu le vois tout de suite que c'est un dédoublement. Et l'idée pour moi, c'était de dire que vous y avez cru pendant un temps. Ça m'intéresse, c'est à quel point c'est interroger la folie de l'architecture, tu vois, jusqu'où ça peut aller, quoi. Et en même temps de te dire, bah néanmoins, par contre, la moitié de gauche ou de droite, elle est vraie, par contre, hein, donc j'ai pas eu besoin de pousser beaucoup, quoi. Donc pardon, j'en ai fini par oublier ta question, mais comment est-ce que tu vois le monde? Est-ce que tu vois comment je vois le monde géométrique, ou ouais, je vois beaucoup ça. En fait, je suis c'est pas quelque chose que je vends ou que je mets trop en avant, mais par exemple, je fais un peu de portraits. Et ils sont pas sur mon site internet, il faut aller voir mon Insta Madrid Portrait qui est dédié à ça. Quand tu regardes mes photos de portraits, c'est donc souvent des gens que j'insère à l'architecture, c'est jamais des portraits serrés comme je disais avant. Et souvent il n'y a pas le sol. Et souvent on me dit mais pourquoi il n'y a pas le sol, et puis souvent le modèle ou la modèle me dit ah mais j'ai sorti une super belle paire de chaussures et tout. Je fais oui mais le sol je le trouve moche là. Le bâtiment est beau, mais là, le macadam, il est dégueu, ça me va pas du tout, je veux pas ça dans mon image, quoi. Donc, pour simplifier mon image, je coupe au-dessus du genou. Comme ça, il n'y a pas le sol. Point. Voilà. Et en fait, je vois beaucoup le monde comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui, moi, me perturbent ma vision ou quoi, et donc, en fait, simplement, je les regarde pas. Enfin,
voilà. Et donc je vois le monde mais je le disais au tout début, je suis psychorigide à fond, donc ça c'est un vrai trait de caractère. C'est un copain un jour a dit de moi, pour rendre Adrien fou, tu vas chez lui, tu prends un de ses tableaux, tu lui mets 1 degré d'angle et tu repars, quoi. Ouais. Et je vais le voir. Bien sûr que je vais le voir. Et ça va me rendre fou et je vais le remettre droit, quoi. Mais voilà, c'est moi, donc forcément c'est difficile de se décrire, enfin tu vois, c'est difficile de se connaître. C'est intéressant de voir, parce que finalement ça pourrait être juste quand tu mets l'œil dans le viseur. Et puis le reste du temps, t'as une vision totalement. Non, c'est vraiment. Enfin, chez moi, c'est parfaitement rangé. Tu vois, je veux pas me lancer de fleurs, les cadres derrière toi sont parfaitement alignés. Tu viens chez moi. Les cadres derrière moi sont parfaitement alignés. Chaque ventilateur de mon PC doit avoir la même couleur. Ça fait partie du. Je vais te faire venir chez moi. Tu vas m'aider à mettre mes cadres bien alignés dans le couloir. Parce qu'il y en a un qui est 1 millimètre plus bas que les autres, et c'est. T'en as un rouge derrière toi qui me choque depuis tout à l'heure. J'ose rien dire, mais il est tellement pas droit que je. Ouais. Rose, pardon. Je le regarde pas volontairement parce que ça me crée des ventilations. C'est parce que les enfants ont dû le toucher. Mais... non, mais voilà, mais tu vois, ça fait partie de qui je suis en réalité, tu vois, ça exprime. C'est rigolo ça exprime des choses sur moi. Et pour finir avec ça, sur le monde, tu vois, je suis de la même façon, et c'est marrant parce que c'est un endroit où j'ai jamais fait de photos pour l'instant, et je sais pas si j'en ferai des photos demain. Mais le monde peut vite m'agresser sur plein de choses, donc des fois il m'agresse visuellement parce que je le trouve trop compliqué. Je suis aussi très agressé d'un point de vue sonore. J'ai beaucoup de mal avec les sons trop forts ou les ambiances avec énormément de sons, etc. Je suis très vite voilà, très agressé par ça. Et j'ai découvert il y a quelques années la plongée sous-marine, et c'est devenu une passion absolue parce que d'un coup je ne suis plus agressé par ça du tout. Et en plus je trouve un monde assez minimaliste visuellement, parce que l'eau et le fait que tu vois pas au bout d'un certain nombre de mètres fait que ça simplifie énormément la vision et ce que tu vois sous l'eau, quoi. Et j'adore ça, mais en même temps pour l'instant j'y fais pas de photos, j'y ai pas emmené d'appareil photo volontairement, je crois, parce que juste ça me fait juste du bien à moi. Ouais. Voilà. Des fois il faut garder un truc, t'es pas obligé de tout mélanger. Hein. Ouais, bien sûr, mais il y a eu quelques fois où ça m'a quand même un tout petit poil frustré, en mode là j'aurais bien fait une photo quand même, là c'était vraiment dingue, quoi. Mais peut-être que j'y viendrai, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça marche bien, tu vois, ça marche bien avec moi, j'aime bien que les choses soient faciles, simples. Mais c'est pour ça aussi que dès que c'est complexe, je me crée des process. Parce que dès que c'est complexe, par exemple un mariage, tu pourrais dire c'est super complexe. Et les premiers mariages que j'ai pu faire dans ma vie m'ont stressé à fond, tu vois. Mais à force d'en faire, je me suis créé des process pour tous les problèmes que tu peux rencontrer sur un mariage. Et comme ça, en fait, mon cerveau, il répond juste de manière mathématique à il se passe tel truc, tu réponds de telle manière et ça marche, quoi. Ouais, moi aussi j'ai des trucs quand la situation devient hors de contrôle, tu te mets dans un endroit où tout est bien carré derrière, déjà ça te nettoie bien le truc, et ça te permet de moins te poser de questions sur est-ce que ma photo va être jolie ou est-ce que ça va juste être un machin où j'ai réagi, quoi. C'est ça. Rien que ça, j'y pense parce que vraiment je pense que tu dois être comme ça, toi. Alors ce qui fait que j'utilise, en parlant pure technique photo, j'utilise beaucoup de longues focales. Ouais. Parce que la longue focale, vu qu'elle compresse les plans, elle permet souvent d'éliminer automatiquement plein de bordel dans l'image, quoi. Et ouais, donc la longue focale, je trouve que ça marche trop bien, quoi. En archi, par exemple, tu vois, si t'as besoin si j'ai besoin de dire aux gens en archi ce qu'il faut faire, ils sont là, il faut un grand angle à décentrement, machin. Nope, prends un 400 mm. Ouais, et fais 3 bords en arrière et tu vas voir, ça va te faire une image beaucoup plus dingue. J'en avais parlé avec Alexis, il m'avait dit ça aussi. J'étais très surpris de découvrir qu'il shootait beaucoup avec un téléobjectif, et quand je l'ai vu travailler après, effectivement c'était assez surprenant parce que ça a l'air totalement contre-intuitif. Alors que ça l'est pas. Mais c'est une vraie logique. Non, mais quand tu écrases les lignes, elles sont beaucoup plus faciles à faire communiquer entre elles, alors que quand elles partent dans tous les sens, dans ton petit viseur, tu as du mal finalement à les repérer. C'est exactement ça. On termine toujours par une discussion sur une photo, une série de photos en particulier. Cette série te concernant, ça va être Square. Pourquoi ? Parce que c'est une des rares fois où je pense que le matériel donne du sens à une série photo. Je vais te laisser déjà expliquer ce que c'est cette série, et on va en discuter ensuite. Cette série, c'est au départ un coup de cœur absolu avec un boîtier qui est un peu une licorne de la photographie argentique, qui est le Mamiya A6. Alors les gens connaissent plutôt le Mamiya A7, mais il se trouve que le Mamiya A6 est donc c'est pas juste son
prédécesseurs. C'est surtout que le Mamiya 7 est un 6.7 au niveau format photo et que le Mamiya 6 est un 6.6, donc il fait des photos au format carré. Et lors d'une bourse photo, je suis tombé sur un ancien photographe pro qui avait décidé d'arrêter sa carrière complètement pour être à la retraite. Et ça a été son boîtier de travail pendant des années. Et je lui ai racheté. Et parce que je suis tombé amoureux de cet appareil photo où en fait les 6.6 habituellement, les 6.6 que tout le monde connaît, c'est les Hasselblad qui sont des gros boîtiers lourds. Ils en possèdent un aussi, mais voilà, c'est des trucs plus transportables quoi. C'est plus des trucs de studio ou d'archi justement, voilà. Le Mamiya 6 c'est un télémétrique, hein, c'est un gros Leica quoi. Ouais. Donc c'est tout petit. Pour un 6.6, on s'entend, hein, c'est tout petit, très léger, ça se replie sur lui-même en plus, donc ce qui fait qu'il est encore plus transportable. Le tout fourni avec 3 optiques qui sont merveilleuses, et ce qui fait que, je sais pas, ce boîtier m'a tout de suite, ça a tout de suite matché entre nous, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à l'emmener partout. C'est-à-dire que même quand je partais en photo pour des clients, pour des voyages perso, pour que je faisais en numérique, voilà, j'avais ce boîtier avec moi et je faisais d'autres images avec. Et là, pour le coup, je te disais que mes précédentes séries étaient plutôt des choses que je construisais en amont, bien avant de partir. Cette série Square, c'est beaucoup plus une série qui s'est construite avec le temps et où au final, je me suis dit, de toutes ces photos que j'ai fait avec ce Mamiya 6, d'un coup, il y a un ensemble qui se crée, qui est très disparate parce que c'est plein de sujets très différents, c'est plein de pays très différents, c'est plein de. On sent que c'est pas ce que tu fais ailleurs en fait. Ouais, c'est pas ce que je fais ailleurs, mais par contre on retrouve mes marqueurs quoi. On retrouve les symétries, on retrouve la géométrie, on retrouve l'envie d'avoir des lignes partout dans les images. Tu vois, on va retrouver tout ça quoi. Je vais dire ce qui m'a éclaté dans cette série et vraiment, je me suis là vraiment. C'est comme ça que j'ai compris que c'était vraiment t'avais ça en tête, la géométrie et le fait que les lignes devaient être droites. Il y a une photo où t'as une personne de dos qui est en train de regarder par la fenêtre, probablement dans un train, avec New York en arrière-plan, et même cette photo là. La géométrie est nickel. Alors que ton mouvement, et c'est une photo a priori pas très organisée en amont et que t'as pas eu beaucoup de temps à faire. Mais même celle-là, elle est carrée. Ouais, c'était ma manière de montrer la skyline sans montrer vraiment la skyline, enfin la montrant différemment. C'est dans un ferry, c'est pas dans un train. Et oui, même celle-là, effectivement, elle est carrée. Et puis en plus avec une construction un peu particulière où le personnage est pas du tout cadré comme il faudrait. Ça respecte pas les grandes manières de construire une photo. Mais par contre, c'est pas tellement le personnage qui m'intéressait. Il m'intéressait parce qu'il apportait une plus-value à l'histoire de l'image. Parce qu'il m'intéressait, c'était la fenêtre. Et donc et le fait que la skyline soit apparente en partie mais coupée aussi en partie, mais par contre je voulais absolument que la pointe du World Trade Center 1 elle soit pile en haut de la fenêtre là, enfin il y avait un truc Non, mais ça résume bien en fait ta perception, je pense. Ouais, et je pense que je suis resté 5 minutes. Hein. Enfin, je pense que le cadrage, j'ai mis 5 minutes à le penser. J'ai pas fait sur trépied, bien sûr, mais et le mec était tellement absorbé par le fait de regarder ça que il s'est même pas rendu compte que je faisais de photos. C'est la beauté de ce boîtier aussi, il fait aucun bruit. Ce Mamiya 6 là, il déclenche un silence, c'est assez magique quoi. Mais quand tu restes à un endroit sans trop bouger pendant un moment, en fait, les gens t'oublient totalement. Moi, j'ai eu ça hier dans le bus où j'avais mon appareil photo à la main et je me tournais, mais je bougeais pas trop, tu vois. Et les gens, personne n'a fait attention à moi pendant 30 minutes dans le bus, quoi. Oui, mais parce qu'à force, ils pensent que t'es en train de faire des réglages, tu vois, que ils sont juste en train de galérer, alors que non. Je suis en train de nous prendre tous en photo depuis tout à l'heure. S'il y a une nana qui m'a vu, qui s'est retournée. Mais ouais. Après, voilà, c'est pour moi la beauté de la photo de rue. J'ose jamais en faire. Tu vois, c'est une des rares qu'il y a sur mon site parce que moi, j'ose pas trop faire ça. Mais d'ailleurs, en plus, c'est une photo où tu vois pas la personne, tu sais pas qui c'est, quoi. Mais je suis très mal à l'aise avec le fait de faire des photos des gens à leur insu. Et en même temps, je suis très impressionné de voir d'autres photographes le faire. Et je suis très impressionné de séries de photos que j'ai pu voir comme ça. Et je trouve que c'est un type de photographie que je me sens incapable de faire. Mais par contre, je sais que j'envie les photographes qui sont capables de le faire parce qu'ils racontent des choses sur leur époque. C'est des photographes qui seront peut-être pas intéressants ou importants aujourd'hui parce que les gens s'en foutent un peu de voir leur propre époque. Mais c'est des images qui sont très importantes dans 50 ans, quoi. C'est clair. C'est de toute façon toute la photo de rue prend de la valeur avec le temps. On a l'impression qu'aujourd'hui tout ce qu'on voit est banal. En réalité, en fait, tu fais que photographier ce que les gens voient tous les jours. Sauf que le jour où ils le verront plus, ils comprendront ce que c'était, quoi. Exactement. C'est pour ça que la street photographie des années 70 et 80 aujourd'hui est aussi importante.
Exactement. Et donc ouais, cette série Square, bah voilà, c'est un peu un melting pot, mais on y retrouve ma patte, je trouve C'est quand ton même. journal de bord, un peu différent, mais on retrouve ta personnalité, quoi. Ouais. Il y a une photo comme ça pour moi qui est marquante, qui a été faite en Grèce, qui est une photo de l'Acropole, et où en fait 80% de la photo c'est du ciel bleu, et t'as juste l'Acropole en bas d'image, toute jaune éclairée. Ça c'est typiquement moi, quoi. C'est une photo ultra minimaliste de l'Acropole. C'est pas une photo de carte postale de l'Acropole, tu vois. Ouais. Personne voit une carte postale comme ça en Grèce, quoi. Mais par contre, je trouve qu'elle est plus belle comme ça. Ouais. Je peux comprendre. J'aurais probablement tendance à faire un peu la même chose. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Oh, le pire moment de ma carrière. C'est compliqué à expliquer parce que c'est très personnel et que j'ai pas envie de rentrer dans le mille détails. Mais je disais qu'en 2013 j'ai créé ma première boîte. C'est parce que en fait dans ma carrière j'en ai eu deux et là c'est ma deuxième. Pourquoi j'en ai eu deux? Parce que j'ai commencé ma carrière en étant associé avec deux personnes qui étaient des amis avant que ce soit des associés et qui aujourd'hui sont ni plus mes associés ni plus mes amis. Parce que le métier en 2018 on s'est séparés fin 2018. En 2018 on a eu une année exceptionnelle en termes de chiffre d'affaires et de travail, tellement exceptionnelle que ça nous a totalement tués parce que on n'avait plus le temps même de se parler, on n'avait plus le temps de faire des réunions, on n'avait plus le temps de se voir, on n'avait plus le temps de simplement dire ce qui allait pas et corriger chez les uns chez les autres, et donc des choses se sont cristallisées à tel point que voilà, on s'est séparés complètement, on a cassé l'entreprise, on a repris chacun nos parts, et voilà, et c'est pour moi c'est quelque part c'est un vrai malheur et en même temps c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui je ne fais plus que ce que j'ai envie de faire moi, et si je fais des conneries c'est moi qui les fais et je peux en vouloir qu'à moi-même, et si je réussis je peux me féliciter que moi-même, mais voilà, mais c'est ouais, ça pour moi c'est dans ma carrière un des trucs qui m'a le plus déçu, de pas réussir à avoir gardé cette amitié. C'est très perso, hein, tu vois, c'est pas du tout ça fait partie aussi des trucs de la vie, hein. C'est pour ça que je pose cette question, c'est qu'on peut se rendre compte que ça peut être des choses très triviales, ça peut être des choses très importantes, ça peut être un peu tout en fait. Et d'ailleurs je tiens à dire, et si jamais c'est mes deux ex-associés entendent ce podcast, je tiens à dire que par contre je les remercie énormément d'avoir été là au début et même pendant toutes les 4 premières années avant 2018, même en 2018 en réalité, mais sans eux j'aurais sûrement jamais osé me lancer, sans eux j'aurais sûrement jamais osé quitter mon métier, me lancer à mon compte avec eux donc. Et que les premières années où on s'est soutenu, épaulé, on était là pour les uns pour les autres quand ça allait moins bien, quand on avait une baisse de forme chez l'un chez l'autre, ça a été assez magique, et donc c'est pas parce que ça s'est mal fini que tout est acheté, de loin pas en réalité, hein, c'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, donc ouais, non, c'est il y a du bon et du mauvais dans tout, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où c'est juste des étapes de vie. Si c'est le pire moment, c'est qu'il y a peut-être une forme de regret aussi quelque part. Oh, oui, totalement, il y a une forme de regret, bien sûr. Une forme de regret, c'est certain. Ça résume bien. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière? Meilleur moment de ma carrière. Alors, il se trouve que, je te disais, j'ai deux parents, tous les deux médecins. Et ils ont des échelles de... j'allais dire, c'est pas un critique ou un jugement, mais ils ont des échelles de valeur assez élevées sur toute la notion de quantité de travail, mais aussi d'études, de voilà, avoir un vrai diplôme, tout ça, mais parce que c'est même des choses qui leur ont été transmises par leurs propres parents, et ce qui fait que de passer d'ingénieur bac plus 5, gagnant très bien sa vie dans une belle boîte internationale comme j'avais avant, à saltimbanque de l'image, photographe. J'ai connu ça aussi. Ça n'a pas été une nouvelle simple à leur faire passer. Voilà, ils l'ont accepté bien sûr, hein, mais voilà. Et je pense que pendant plusieurs années, mon père, ça allait parce que mon père fait un peu de photo d'amateur, donc quelque part je réalisais peut-être un vieux rêve à lui. Donc c'est voilà, on parle technique, on parle matos, forcément, bah bref, ça, voilà. Ma mère, ça a été plus compliqué, pendant des années, ça a été un peu plus compliqué, je pense qu'elle me considérait pas vraiment, enfin, elle se disait peut-être dans sa tête, ouais, c'est une lubie, ça va finir par lui passer, tu vois. Et, mais par contre, ma mère, elle a une vraie valeur sur l'art, elle connaît un peu le monde de l'art, ça l'intéresse, elle fait beaucoup d'expos, enfin, voilà, elle est passionnée par ça, les grands musées, les machins.
Et un des meilleurs moments de ma carrière, c'est donc quand je reviens de Tchernobyl pour la première fois et que je me retrouve exposé à Arles. À l'été 2018, mes parents m'ont fait la surprise de venir le soir du vernissage. Ils m'avaient rien dit, donc ils ont fait la route depuis Strasbourg jusqu'à Arles pendant 2 jours, voilà. Et en fait, ils m'avaient vraiment, je savais pas qui venait. Le vernissage était à 16h en fin d'après-midi, et d'un coup, on venait de finir nous d'accrocher les trucs et on se dit, on exposait à 2 dans la même galerie, on se dit avec l'autre photographe, viens, on va se chercher à manger. C'était vers les coups de 13h. Et je tombe nez à nez sur mes parents dans une rue à Arles. Je m'y attendais pas du tout. Et je crois que le soir du vernissage, déjà ça m'a fait extrêmement plaisir à ce moment-là, mais je crois que le soir du vernissage ensuite, quand ma mère a vu la galerie remplie avec je sais pas combien de centaines de personnes et que des gens arrêtaient pas de venir me parler, etc. J'ai vu dans ses yeux que là, elle s'est dit ouais, ok, en fait, il est vraiment photographe, quoi. Et je crois que ça pour moi, c'est un nouveau très personnel, mais c'est un très beau souvenir parce que c'est un truc de se dire ok, j'ai passé les saltimbanques à artiste, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais sûrement toujours galérer financièrement, mais au moins. Ça va avec le métier. Mais c'est ça. Si tout était trop facile, je pense que. Exactement. Tout le monde ferait ça. Bien et tout le monde ferait ça. Voilà. Donc ça, c'est un moment assez merveilleux. Ouais. Cool. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais comme invité pour un prochain épisode? Oh, c'est vrai que tu m'as demandé ça au tout début et que je me suis dit il fallait absolument que j'y réfléchisse parce que j'ai pas du tout réfléchi et j'ai oublié de le faire. Bref, parfait. Qui est-ce que je te conseillerais pour un prochain épisode? C'est une très grande question. Je sais pas si je te conseillerais, mais pareil, alors ils font de l'urbex, alors ça serait peut-être un peu redondant, mais je te conseillerais Marchand et Meffre. Je les connais pas. Mais... Marchand et Meffre, c'est 2 photographes français qui ne sont que des artistes, parce que je suis pas sûr qu'ils fassent des séries autres que leurs séries perso. Ils sont exposés, ils sont à la galerie Polka à Paris, exposés par Polka. Ils travaillent en duo, ils travaillent à la Chambre Argentique, grand format, et ils font des séries d'urbex impressionnantes depuis bien plus longtemps que moi. Ils ont en particulier une série sur Seattle abandonné qu'ils ont fait en 2010, 2011, 2012, je sais plus, qui est sublimissime. Et là, ils ont fait dernièrement une série alors c'est pas de l'abandon pour le coup, mais ils ont fait une série à Budapest, parce qu'ils ont compris que les cours intérieurs des immeubles à Budapest, qui ont quasiment tous les immeubles dans le centre historique de Budapest sont des cours intérieurs, avec des balcons intérieurs qui permettent d'aller d'un appart à l'autre, qu'ils ont quasiment tous le même format, enfin en tout cas que les balcons sont un peu tous à la même hauteur les uns des autres, etc. Mais qui sont toujours décorés différemment, mais globalement le format est globalement presque le même. Et donc ils ont fait une série d'images où ils ont cadré tous les balcons pareil, en se plaçant au même endroit, avec la même focale, le même cadrage. Et en fait la série, une image seule est belle, mais la série quand elle a été exposée à Arles il y a 2 ans ou 3, je sais plus, ils avaient collé les photos les unes aux autres. Les tirages étaient collés et formaient des frises. J'ai pris une baffe intersidérale en voyant cette série. Je la trouve impressionnante. Le problème, c'est quand si tu veux l'acheter correctement pour l'exposer chez toi, il faut en acheter 15, quoi. D'accord. Ok, c'est intéressant. Je vais aller voir, je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Et puis, écoute, on va. Mais t'as un côté catalogage comme ça, tu sais, un côté absolu. C'est une des composantes qui font des bonnes séries en fait. T'as plein de manières de faire des séries, mais le côté catalogue marche très bien. J'ai un ami qui a fait en bord de mer italienne toutes les devantures de clubs, de bars, de trucs. Et effectivement, c'est joli, mais tu comprends pas forcément à quoi ça sert. Quand tu les as toutes, ouais, c'est là que ça devient impressionnant. C'est là que ça devient intéressant. Et des fois, le catalogage marchait bien. Donc franchement, non, je comprends tout à fait ce que tu peux trouver à ce genre de choses. Surtout qu'il faut quand même l'œil pour repérer les similitudes et les exploiter, parce que c'est pas rien non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont dû rentrer dans 1, 2, 3 immeubles et se dire mais attends, c'est toujours la même chose mais toujours différent, et comment est-ce qu'on en fait une série, quoi. C'est ça qui est. C'est exactement ça. Ouais, donc eux deux, Yves Marchand et Romain Meffre, c'est noté, passionnant. C'est noté. Je vais chercher à les contacter. On va voir comment ça peut se caler. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci à toi. Extraordinaire d'avoir cette discussion. Je l'attendais vraiment parce que je te dis encore une fois, Tchernobyl pellicule irradiée, ça m'avait vraiment fait tilt. Je me disais ça, il y a un vrai truc à raconter dans cette histoire. Et puis derrière, il y a tout ton univers que j'ai découvert en passant. Souvent, il faut rentrer par un une série, un petit trou d'épingle pour voir un petit peu le fait qu'une œuvre est vaste en fait pour tout le monde. Et du coup, ça a été l'occasion de me plonger dans plein de choses. Donc, merci Tchernobyl de nous avoir fait nous avoir fait discuter. Ça m'a permis de te découvrir. Puis merci Alexis aussi. Merci Alexis, effectivement, qui me connaît. Hein. Alexis me connaît bien maintenant. Alexis Paoli. Je l'ai vu, qui me faisait des regards en disant viens. Et il avait tout à fait compris. Il attaquait par le bon truc. Et du coup, merci Alexis, merci Louis aussi par qui on a commencé à discuter aussi parce que tu étais en train de parler avec lui, je crois, quand on est arrivé. Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, on a un peu discuté tous les quatre ensemble à ce moment-là. Et merci à toi d'avoir ouvert ton œil comme ça. Merci beaucoup à toi de m'avoir offert ce temps de parole. J'espère à très bientôt en vrai autour d'une bière. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.